c'est l'été et pour la première fois, je vous propose des rediffusions d'anciens épisodes de Génération Do It Yourself. Alors ça veut pas dire qu'on va pas faire d'épisodes cet été, qu'on va pas vous sortir toutes les semaines un nouvel épisode, mais on a décidé qu'on allait vous proposer des épisodes qui sont déjà passés, qui vous ont beaucoup plu, parce que certains d'entre vous les ont loupés, parce que vous les avez pas écoutés encore, parce qu'ils sont super, parce qu'ils vous ont plu, parce qu'ils ont plu à l'équipe de Génération Do It Yourself, à Caro, à Zoé, à Juliette. Voilà, donc cet épisode en fait partie. Écoutez-le, partagez-le s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Je vous embrasse et profitez de votre été. Bonjour, je suis aujourd'hui extrêmement heureux d'avoir une invitée pas comme les autres, non seulement par l'expérience, par la typologie de business, puisqu'on est loin de beaucoup de tech, de start-up, etc. Je reçois aujourd'hui Catherine Painvin. Je vais arrêter l'intro jusque-là et je vais demander bonjour Catherine déjà. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bonjour, je suis Catherine Painvin. C'est le nom de mon second mari, mais c'est le nom que j'ai gardé depuis 40 ans. Et j'ai fondé plusieurs affaires. La première, c'était une affaire de sets de table, tablier, dont les sets de table en forme de pommes et de poires en plastique dans les années 70, qui se vendaient par centaines de milliers dans le monde. Puis, il y a eu une grande période il y a eu un trou de 2 ans et ensuite, j'ai monté Tartines et Chocolat en 1977, que j'ai gardé pendant 27 ans, que j'ai vendu en 2004. Pendant cette période-là, en 92, j'ai fondé aussi une affaire qui s'appelle Everwood, du linge de maison, des lits et des plaids en fausse fourrure, qui était aussi une affaire avec une diffusion mondiale. Et en 2000, je suis allée, après mon divorce, je suis allée me retirer à Aubrac, où, sans le faire exprès, j'ai acheté 2 maisons qui sont devenues des maisons d'hôtes, le comptoir d'Aubrac, et qui sont devenues des maisons d'hôtes, où des gens sont venus du monde entier. Voilà. Bon, alors, petit disclaimer en amont de tout ce qu'on va se dire. Je viens d'avoir, juste avant de commencer, l'autorisation de Catherine de la tutoyer, parce que je tutoie les gens dans ce podcast, mais vous me pardonnerez tous, chers auditeurs, si j'y arrive pas tout le temps, parce que c'est pas, voilà, on n'a pas tout à fait le même background, le même âge. Catherine a très exactement l'âge de mon père, et pour autant, je t'ai découvert il y a à peine une semaine grâce à un auditeur et depuis, je dois avouer que j'ai dévoré les 2 tiers de ton bouquin. Il m'en reste encore un tiers et j'ai découvert une entrepreneuse autodidacte assez incroyable, parce que le début de l'aventure est vraiment fou, et donc comment j'ai découvert ça sur ce bouquin qui s'appelle Une vie et 5 minutes, que je recommande, qu'on trouve partout dans les bonnes librairies, et aussi sur Kindle et sur Kobo. Donc moi je l'ai lu sur Kindle en l'occurrence, Sur Amazon, oui. sur Amazon, et dans lequel on voit vraiment la pugnacité, si je puis dire, de Catherine, qui a commencé toutes ces affaires en fait, en même temps que ta maternité, à peu de choses près, ou... À 7 ans, je fais des poupées de coquillage, mais je les fais pas par 2 ou 3, je les fais directement par 100 pour les vendre. Pour faire déjà du business entre 7 ans et 13 ans, j'ai dû en vendre 10 000. Faites à la main. 10 000 10 000, bien sûr. Dans des boutiques, hein. Je les vendais dans des boutiques. Et je ramassais les coquillages à marée basse, je fabriquais à marée haute, et j'allais vendre ça. C'était je fabriquais pendant l'été, et je vendais ça en septembre, octobre, et j'en ai fait jusqu'à de 7 ans à 13 ans. Oui, facilement 10 000. Et l'argent, il servait à quoi? L'argent a servi à acheter la première télévision de mes parents. La première chose, c'était une machine à friteuse, une friteuse. Et la deuxième chose, c'est une télévision. Au moment où je faisais ça, mes parents étaient en train de perdre leur situation. Mon père avait des grands magasins comme les Dames de France, mais en province. Il en avait 7. C'est maman qui en avait hérité. Et ils avaient des problèmes, visiblement, d'adaptation à des nouveaux marchés. Moi, j'entendais tout, mais j'avais pas le droit de m'exprimer.
J'étais extrêmement frustrée. J'ai lu que tu avais appris l'allemand pour comprendre. J'ai appris l'allemand pour essayer de comprendre ce que mes parents se disaient en allemand, parce que papa avait été déporté, donc il parlait allemand. Et voilà, donc j'ai l'impression que c'est très jeune que j'ai commencé. Et ma première affaire, je l'ai montée quand j'étais enceinte de mon 3e enfant à 19 ans. Donc, c'est là où on reprend. Quand j'étais enceinte de mon 3e enfant à 19 ans. 3e enfant à 19 ans. J'ai monté ma première affaire. Donc, voilà. Ça fait beaucoup d'infos en oui, une mais seule c'est phrase. comme ça. Oui. Et j'ai monté cette affaire parce que je n'avais pas d'autre choix. Je m'étais mariée à 17 ans et un peu plus. J'avais une dot. Avec cette dot, mon mari s'est acheté une entreprise. Ça a mal fini, mais très, très mal fini. Et on a tout perdu. Et donc, à 19 ans, il faut repartir à zéro. Donc, je suis enceinte de mon 3e enfant et je suis déjà ruinée. Donc, bonne maman a une expression qui m'a tout le temps amusée. Bonne maman, c'est ta grand-mère. Ma grand-mère, ouais. Qui est toujours mon idole, après toutes ces années, pour une raison que je vous dirai plus tard. Bonne maman disait toujours, il faut avoir la paille au cul et le feu dedans. Et je crois que ça lui ressemblait tellement pas de dire un gros mot, mais que ça m'a vraiment marqué. Et là, quand je suis enceinte de ce 3e enfant, je n'ai pas d'autre choix que de me débrouiller parce que je n'ai aucun soutien de la part de mes parents qui m'en veulent de m'être mariée trop tôt et je dois me débrouiller toute seule et ça va être un moteur. Ce besoin de leur montrer que je vais quand même me débrouiller. C'est un moteur. Et donc, du coup, là, tu pars. Alors, à chaque fois, on a l'impression que les découvertes viennent sur un accident, une opportunité. Là, à 19 ans, tu pars sur ce fameux business de set de table directement. Ça commence par des pense-bêtes. Ça commence par des pense-bêtes parce que papa, dans ses magasins, un atelier, un étage de menuiserie, donc il y a du bois. Après, il y a des étages de tissu. Après, il y a un étage où il y a on vend de la mercerie, des galons. Donc, je trouve à peu près tout pour faire un pense-bête en Vichy avec un galon tout autour, un bouquet de fausses cerises et un carnet que je vais acheter chez Monoprix. Je suis incapable de me souvenir pourquoi j'invente ça. Mais beaucoup de choses que j'ai faites n'ont pas d'explication rationnelle. J'ai l'impression en permanence que je suis branchée avec le divin, que je suis, j'allais pas dire éveillée, en éveil, parce que je cherche à être éveillée plus exactement. Mais j'ai l'impression que je suis toujours branchée et qu'on m'envoie toujours au bon moment la bonne information. Donc c'est pense-bête qui vient à l'esprit. Et je fais ces pense-bêtes avec j'ai même pas de colle, je fabrique la colle avec la farine et de l'eau. Maman se moque de moi, mon père aussi. Et plus on se moque de moi, plus je me dis de toute façon je n'ai pas d'autre choix. Alors je fais ces trucs-là et je veux qu'ils soient le mieux fait possible et j'arrive à en faire 20 qui sont à peu près vendables et je vais les vendre dans une boutique, je les mets en dépôt dans une boutique de décoration de Fougères. Et à Fougères, mon papa est très très respecté avec ses grands magasins et mes parents sont des gens extrêmement respectables et respectueux des autres. Et on me prend ces pense-bêtes en dépôt. Et à peine 2 jours après, on m'appelle pour me dire qu'ils sont vendus. Donc avec l'argent des premiers, je vais en faire 50 et 100 et c'est comme ça que je commence ma première affaire. Donc là, on est en 1965. On est en 1968. D'accord. 67. En 1967. Et là, parce que ma 3e fille est née le 4 février 68. Et donc les premiers comme ça, c'est fait. C'est fait chez moi. Ouais. C'est fait chez moi. Je vais à la poste. Je pars habiter même à Rennes. À un moment donné, je m'installe à Rennes avec mon mari qui s'achète une entreprise de chauffage et qui a son entreprise de chauffage à Rennes. Et non, il vient de la perdre. Je vous dis des bêtises. Il a perdu son affaire en 66, mais en 67, on a encore cet appartement à Rennes. Oui. Donc je vais là pour finir l'appartement, pour vendre les murs pour vendre la société, pour essayer de récupérer 3 sous. Je vais récupérer 50 000 francs, je m'en souviens à l'époque. Et avec ces 50 000 francs, je vais aller acheter une ferme totalement abandonnée. Et je me souviens qu'il faut que je donne encore 50 000 francs à la fin de l'année pour pouvoir avoir cette maison avant la naissance du 3e enfant en 68. Là, je suis chez mes parents. Fin 67, je réintègre la maison de mes parents. Et c'est chez papa et maman que je vais fabriquer des pense-bêtes. Et la nuit de l'accouchement de ma 3e fille, dans la nuit du 3-4 février 68, il y a un grand développement dans mon affaire parce que je vais fabriquer 1444 boîtes d'allumettes
c'est une commande pour le drugstore de Toulouse. Et je dois livrer ces allumettes et je sais que je vais accoucher, mais je n'ai pas le temps et je l'ai fait. Là, je finis à 6h du matin et à 7h, je pars à la clinique pour avoir ma fille. Donc, dépenses bêtes, je passe aux boîtes d'allumettes. Ensuite, il y aura des tabliers. Et ensuite, il y aura des fameux sets de table en plastique en forme de pommes et de poire. Et là, c'est dans les années 60. On arrive dans les années 70, 71. On les a vus, hein, pour certains d'entre nous. Ils sont quand même assez connus, ces sets de table. Je pense que j'en vendais 100 000 par mois. Ça partait à New York chez Macy's, chez Bergdorf. Ça partait chez Seibu à Tokyo. Ça partait partout dans les drugstores. On faisait des salons professionnels et ça se vendait partout dans le monde. Mais du coup, pour arriver là, alors ceux qui nous écoutent, qui par exemple n'ont pas d'entreprise, tu commences en faisant ça. Tu vas dans cette boutique à Fougères, donc qui est en Normandie, c'est ça? En Bretagne, oui. Oui, c'est ça. À côté de Rennes. À côté de Rennes, autant pour moi. Et t'as pas d'entreprise, c'est non, vraiment non, fait, non. ils te payent en cash. Ouais, c'est ça. Déclaré. Il y a prescription, de toute façon. Non, mais je veux dire, c'est pas grave parce qu'après, au fil des mois, ça va très vite, tout va hyper vite. Parce que on dit tout ça, ça paraît presque fluide parce que c'est peut-être dans ta tête, c'est il y a longtemps, mais c'est quand même, je veux dire, la boîte que je suis en train de, la tartine chocolat va être remontée de la même façon. Toutes les affaires que je vais monter sont. Mais tu as ton bac? Non. J'ai arrêté l'école j'ai su que j'étais enceinte en fin septembre. Mais voilà, parce que j'étais en première. Vu avec le recul, on trouve ça fluide. Non. J'ai quitté l'école à 16 ans. 16 ans et demi. Je suis en première. Je suis pas très en avance. Je suis allée en première à 16 ans et je fais 3 semaines de première et après je m'en vais. Je me marie Et tu te dis pas à un moment, je sais pas, en fait, tu t'es jamais vraiment rendu compte que tu crées une entreprise. Mais non, parce que il faut c'est de la survie. Il va falloir que vous compreniez tout au long de cette interview qu'il y a un énorme mélange, une mixitude, j'invente le mot, il y a entre ma vie privée et ma vie professionnelle. C'est parce que je suis une femme blessée par les tromperies de son mari que je dois survivre et faire, parce qu'il est toujours absent, il part tout le temps. Il part, il est pas là, et moi j'ai ces petits bouts de chou à nourrir, et je suis fière, je veux pas dépendre de mes parents, donc je fais pas attention que je suis en train de monter une entreprise. Donc avec l'argent des 10 premiers, des 20 premiers, j'en fais 50, j'en fais 100. Avec l'argent des 100, je réinvestis dans le tissu, dans le bois, je paye papa, je continue, et ainsi de suite. Ça n'est que l'année d'après, quand j'ai ma maison, que je vais commencer à je vais monter une société, je sais pas quoi, une SARL, je sais même pas ce que c'était. Là, j'appelle un comptable, j'arrive avec un kilt, avec des soquettes blanches, avec des mocassins. J'ai 3 enfants. Les gens ne comprennent pas, me prennent pour une ovni, une alien. Je dis, je suis en train de monter une entreprise, je veux. Ah, ça sonne, voilà, la preuve qui est qu'on est bien sur du live. Je vais moi-même désolé. Non, il y a pas de souci. Je vais le mettre sur mode avion, comme ça on va. Je suis désolé, j'avais prévu de le faire et puis t'es allé chercher un café, j'ai oublié. Exactement, c'est de ma faute, je sais. Non, c'est pas grave. Donc j'ai toujours mélangé ma vie privée avec ma vie professionnelle. Mais en tout cas, très vite il y a une usine qui se crée dans mon jardin, très vite. Et cette usine va accueillir 10, 20, 30, 50 personnes. Très, très vite, il va y en avoir 100. Très, très vite, il y a une seconde usine. Et tout ça est formaté, tout ça est par exemple, réglé. Pour revenir sur un point précis, tu dis 10, 20, 30, et après on arrive à 100. On voit mais la première personne qui arrive, c'est qui? C'est comment ça se passe? Tu te souviens? Oui, je suis dans cette maison qui est dans un hameau entre Combourg et Rennes. Ouais. Et je fabrique et je suis épuisée. Et à un moment donné, je vais voir la boulangère. Je lui dis, je peux plus y arriver toute seule. Trouvez-moi des gens. Et donc, la première personne qui va venir travailler s'appelle Madeleine. Et Madeleine va devenir ma première ouvrière, et après 2, 4, 6, ça part à toute allure parce que je suis une vendeuse, paraît-il, hors pair. Je pars faire un salon à Paris, je prends un petit stand de 9 mètres carrés, mais je vends 1000 pièces, 3000 pièces, je sais plus, tout va à une allure folle. C'est-à-dire que l'usine, la première usine, on l'a fait construire en 69. Donc à 21 ans. En 69, j'ai 22 ans. Ouais. Et quand je vais quitter mon mari en 74, il y a 120 personnes dans l'usine et 30 qui travaillent à domicile.
Mais moi, c'est ce qui me fascine, en fait. Mais c'était sans doute plus facile. Là, il y a une semaine, depuis une semaine, j'ai un autre projet et j'ai décidé d'embaucher une vendeuse. Je pense qu'on est tombé sur la tête pour embaucher une fille saisonnière pour 2 mois. Les papiers qu'il faut remplir, les visites médicales, les papiers qu'il faut fournir, les je sais pas quoi. C'est d'un compliqué. J'ai pas le sentiment que ça a toujours été comme ça. Parce que c'est ça, là, quand même, quand tu parles de là 67 à 69 première usine, ouais. On construit une usine de 3000 mètres carrés dans le jardin. Mais c'est ça, je veux dire. Ce qui était compliqué, c'était d'avoir un banquier. Mais fallait aussi, enfin, dans tout ça, il y a de la prod, alors il y a de l'architecture, des choses, enfin, faut quand même bosser. Il y a du management. Il y a du management, il faut trouver un comptable. La finance, les gens arrivent. Alors, moi, le bon Dieu m'a vraiment, je dis toujours que je suis gifted, plutôt que de dire doué. Doué, c'est un côté péjoratif que j'aime pas. Je dis plutôt que je suis gifted, j'ai reçu des cadeaux. Je manage tout ça, puis mon mari de cette époque-là est là, il s'occupe un peu de l'administratif quand il part pas courir, parce que c'est le drame que je vais vivre avec cet homme, c'est que c'est un coureur. Il le revendique, donc je peux en parler des années plus tard, parce que on parle pas de course à pied. Hein. Oui, on parle pas de course à pied. C'est un homme qui est souvent absent et si j'avais pas toujours avec moi une lettre qui me dit je pars, je sais pas où ni pour combien de temps, je te laisse l'usine et les enfants, j'ai pris l'argent disponible, un chéquier du Crédit Agricole. Si j'avais pas cette lettre, je me dirais que j'ai inventé tout. Mais ça c'est pas grave. Cet homme m'a fait ce qu'il a pu. Il m'a fait 3 enfants, dont j'ai 11, bientôt 13 petits enfants. Tout ça n'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me paraissait pas difficile. Ce qui était difficile, c'est qu'il fallait que j'aille à Paris faire des salons, il fallait que maman me garde mes 3 enfants, parce que j'avais pas de domestique, il y avait une femme de ménage, mais j'avais ces 3 petits bouts de choux qui avaient 3 ans, 2 ans, 1 an, 5 ans, 4 ans, 3 ans, oui. 7 ans, 6 ans, 5 ans, et ils allaient à l'école, et j'habitais à 7 kilomètres de l'école, enfin, le privé me paraissait bien plus difficile à gérer que gérer les 20, 30, 40, 50, 60 personnes. Par contre, en revanche, je me levais très tôt le matin pour aller mettre des petits papiers sur toutes les tables pour distribuer le travail de chaque ouvrière. Et ça, c'est quand même aussi un des paradoxes que j'ai pu voir dans ton bouquin, c'est que à la fois tu as été capable par moments de peu dormir, et à la fois tu es quand même une grosse dormeuse. Alors, c'est exactement ça. Dans la première partie de cette vie, qui va être les années 68 à 74, je ne sais pas combien d'heures j'ai dormi, mais j'ai pas dormi beaucoup. Et depuis 1977, ça va être l'inverse. Après, en 1977, ça va être l'inverse. Je vais avoir besoin de 11 heures de sommeil, c'est-à-dire que je me couche à 10 heures du soir et je me lève à 9 heures avec un plateau de petit déjeuner sur mes genoux. Parce que je peux pas mettre un pied par terre sans 11 heures café. De sommeil. 11 heures de sommeil, enfin peut-être 10 parce que je lis aussi. Et j'ai pris le temps de refaire d'autres enfants. Mais j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Et les gens sont épatés parce qu'ils pensent que avec tout ce que j'accomplis dans une journée, je me lève à 5 heures. Mais non, parce que je dors beaucoup, que la nuit je rêvais mes collections. Après, pour tartiner chocolat, je rêvais mes collections. Et une fois que je suis debout, je reconnais que je faisais le travail de plusieurs personnes, de 10 personnes. On disait je faisais tout très très vite, sans réfléchir, sans me poser de questions. Je pourrais presque dire sans erreur, tellement tout me paraissait tracé et que je suivais ma ligne sans jamais me perdre dans les chemins d'à côté. Ce qui est Donc hyper besoin de intéressant. beaucoup de sommeil. Parce que j'adorerais qu'on ait beaucoup de temps pour rentrer dans le détail de chacune de ces expériences. Mais pour revenir sur la toute première, donc ce podcast s'appelle Génération Do It Yourself. Do It Yourself, c'est un mouvement, le DIY, qui est finalement pas très lié à ce podcast, même si c'est plus l'état d'esprit. C'est en gros, je fais les choses moi-même. Ouais. Toi, t'es complètement dans cette approche. Moi, je suis complètement là-dedans parce que je faisais les sets de Ah non, parce que après les pense-bêtes, il y a eu un autre truc aussi qui prenait un temps fou, c'était les couvre-téléphones en velours avec du galon. Ça, c'était 2h30 pour faire un couvre-téléphone.
parfois, il fallait que j'en fasse 25 dans la journée. Je sais pas comment j'y arrivais, mais je le faisais vraiment. Les poupées, je les faisais vraiment. Mes panse-bêtes, je les faisais vraiment. Après, bien sûr, j'avais des ouvrières, mais je montrais l'exemple. J'ai tout le temps montré l'exemple. Et dans l'affaire qui va suivre, ça va être la même chose. Pendant plusieurs mois, je vais couper tout, tracer à la main tous les morceaux de tissu qui vont pour que ça me coûte moins cher en fabrication. Et donc ça, c'est vraiment, je l'ai fait moi-même, vraiment. Et bien sûr que j'ai un mari au début de ma première affaire et dans ma première affaire. Et bien sûr, j'ai Bertrand qui est à mes côtés, qui va être l'amour de ma vie dans la seconde affaire. Mais ce sont pas les hommes qui sont ils sont pas aux commandes. Ils sont pas aux commandes, ils sont pas au quotidien, ils sont pas au quotidien, ils sont vraiment c'est par amour pour eux, j'ai l'impression que je me démène, que je me débat et pour le second, c'était facile, c'est juste de l'amour pur et il va me le donner en retour. Mais le premier, c'est cet homme a besoin d'autres femmes. Vous êtes tous les deux très jeunes. On est très jeunes et il a besoin d'autres femmes. Alors, sans doute que je fais tout ça pour qu'il m'aime, pour qu'il voit que j'existe, pour qu'il voit que je suis là. Je sais pas tout expliquer. Un jour, une femme me dira pourquoi t'as toujours besoin d'acheter les gens pour qu'on t'aime. Ça m'a blessée, ça m'a terriblement blessée. Ça m'a d'autant plus blessée que vos auditeurs peuvent se marrer. C'est la nana qui va partir avec mon second mari qui me dit ça. C'est-à-dire, c'est la seule copine que j'ai eue en 23 ans de mariage et elle me dit ça un jour parce que je fais des cadeaux sur une table et elle me sort cette phrase et 6 mois après elle part, enfin 1 an après elle partira avec mon mari. Mais néanmoins, je pense que mon papa n'a pas eu assez de temps à m'accorder, mes parents n'ont pas eu assez de temps à m'accorder. Donc j'explique peut-être ça comme ça, que j'ai manqué d'affection, j'ai manqué d'amour, alors il m'aimait évidemment énormément. Et moi, j'ai voulu qu'on m'aime et qu'on s'occupe de moi. Donc j'ai gâté mes maris. Voilà, j'ai voulu les gâter, et j'ai voulu qu'ils soient fiers de leur femme. Et je sais pas, c'est confus et en même temps, j'ai envie de dire que c'est limpide parce que je suis tellement travailleuse, c'est tellement naturel chez moi de travailler que je suis pas forcément obligée d'intellectualiser tout ce que je fais. Tout à fait. Et je trouve ça. Alors, comme je sais créer, que je sais inventer, et que je sais vendre, et que je sais marketer, et que la finance, tout le monde dit que je m'y connais pas grand chose parce que j'ai mal vendu tartines et chocolat, mais ça n'a rien à voir. C'est une question d'humain. J'ai pas rencontré la bonne personne. Mais la finance, j'ai jamais lu un bilan de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est qu'un bilan. Je ne sais pas ce que c'est qu'un business plan. Mais j'ai toujours demandé à mes directeurs financiers combien on gagne et où est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il y avait 3 questions à poser. Donc j'ai eu la chance de pouvoir monter des boîtes, de les inventer, de les monter, de m'entourer après des personnes qu'il fallait. Mes enfants m'ont accompagné, les 3 grands m'ont accompagné aussi. Mais l'amour de mes hommes était certainement le gros moteur. C'est marrant parce que à la fois c'est tout ça étant très lié le pro et le perso, et à la fois on a envie de dire c'est quand on t'entend et quand je te regarde aussi, je trouve ça très beau, très émouvant, et à la fois aussi le bon terme c'est pas moche, mais il y a quand même des failles et des trucs hyper durs, et même quand on te lit sur le bouquin, à chaque idée tu la présente à ton père en particulier, et à chaque fois ton père se moque ou trouve ça nul, et on sent des validations qui arrivent pas. Ouais. Et dans les notes que j'ai pu prendre, c'est je te lis là, hein, mais il y avait bien longtemps que j'avais décidé de ne tenir compte d'aucun avis de mon entourage. Il ne fallait y voir aucune animosité ou surcroît d'assurance de ma part. Mon ressenti et mon intuition avaient été presque toujours les bons. Et quelque part, tu cherches une validation que tu cherches plus, mais enfin, il y a vraiment quelque chose de pas clair. Mais oui, c'est pas que c'est pas clair, c'est que je suis. C'est et dingue. tu l'as par le marché, tu l'as par le business. Mais en oui, fait. mais elle est fantastique, la validation. Je vais avoir 71 ans dans 8 jours et j'ai un gendre qui m'appelle ma puce. J'ai mon voisin d'en face qui a 40 ans qui m'appelle ma puce, parce que je cherche absolument pas à me rajeunir. Je ne me suis jamais maquillée de ma vie. Mes cheveux sont blancs optiques.
Mais je suis naturelle et naturellement enfantine, c'est-à-dire que quand j'ai fait une création, j'ai envie d'en parler. J'ai envie qu'on me dise ouais, c'est super ton idée. Et à qui on a envie de présenter ça? Bah, c'est à son père. Moi, j'en étais restée à mon père, et puis papa, il validait rien. Donc il validait pas, mais moi j'étais tellement sûre de moi, je dis bon bah c'est pas grave, j'y vais. Là où je suis contente, c'est que papa est mort en 90. Il est mort le 6 juillet 90 et Tartine Chocolat avait donc 13 ans. Il a vu déjà il a connu la gloire de sa fille. Voilà. Il en était fier? Il était très fier, et un jour j'étais enceinte de Guillaume, j'étais une grossesse à risque parce que j'ai perdu beaucoup d'enfants entre le 3e et le 4e, et j'ai dû me faire opérer pour plus jamais en faire. Après je me suis fait réopérer pour en refaire. Enfin, avec moi rien n'est simple. Mais je suis têtue comme une mule, et le pendule déjà disait que j'aurais encore un garçon et une fille, donc je me suis fait opérer 2 fois le 26 décembre, 2 ans de suite. Mais c'était une grossesse à risque, et je n'avais pas le droit de prendre de train, ni de faire de voiture, et j'habitais à 120 km de Paris. Et c'était très drôle parce que mon mari avait un copain qui avait un hélicoptère. Il venait me chercher 2 fois par semaine pour m'emmener à Paris en hélicoptère. Et un jour, papa était chez moi, mes parents étaient chez moi, et je lui dis, t'es pas étonné de voir ta petite poulette arriver en hélicoptère comme ça? Et il me répond, tu sais, avec toi, je m'attends à tout. Tu pourrais même sortir en sous-marin de ta pelouse, que je ne serais pas étonnée. Donc voilà, papa aussi était dans le paradoxe. C'est-à-dire qu'il validait pas mes idées folles, et en même temps, il m'avouait là que il reconnaissait qu'il était impressionné par mes choix. C'est très beau. Et du coup, en parallèle, donc avec tes histoires personnelles et tes maris, je crois que vous vous êtes quitté avec ton premier mari sur ta première enfant. J'ai quitté mon premier mari la nuit de mes 10 ans de mariage. C'est ça. La nuit de mes 10 ans de mariage, on vivait à Paris. Comme je vous ai dit, ça va vite, on gagne beaucoup d'argent. C'est les années 60, 68, 69, 70, tout ça. C'est les années folles. Comment ça s'appelle? Le flower power, le sexe, post 68. Pas quoi, post 68. Bon, moi, c'est pas du tout mon truc. Et bref. Il y avait 150 personnes dans le salon, et je me dis non mais c'est pas possible ma vie, je pleure, je travaille, je l'attends, je pardonne, je pleure, je l'attends, je travaille, je pardonne, et à ce moment-là je l'entends dire des trucs à mon sujet qui me vont pas, et je pars sans réfléchir, réveiller les 3 enfants qui ont 10 ans, 9 ans et 8 ans, et je laisse tout. Je pars avec la Volkswagen, je laisse la Jaguar, et je pars à Cadaqués où j'avais l'habitude de passer mes vacances, et je pars le 7 décembre dans la nuit, du 7 au 8, avec mes 3 enfants, et je vais devenir hippie. Pendant Quelle année, on a dit? 1974. Voilà, 1974. Et du coup, à ce moment-là, alors déjà, on reviendra un peu sur la croissance fulgurante, parce que c'est quand même intéressant dans ce que tu vis, mais la société ne t'appartenait pas? Si, la société était à mon mari et moi, mais donc vous l'aviez montée à 2 quand même. C'est-à-dire qu'il était là quand il n'était pas en vadrouille, quand il partait pas. Mais je veux dire techniquement, sur les contrats. Oh, je pense que oui, je pense que elle était à nous 2. Mais là, je pars avec pas de cuillère, avec rien, puisque cet homme ne m'a pas rempli, ne m'a pas comblé. Je le quitte, et la grande différence entre quitter ce mari et être quitté par l'autre, la différence, elle est fondamentale. Là, j'ai des ailes. Je quitte ce mari. Je vais partir. Je suis libre. Je choisis ma vie. Mais tu lui laisses l'entreprise. Et je lui laisse l'entreprise. Je lui laisse tout ce qui va quand me même permettre. La tienne. Mais oui, bien sûr, c'était moi qui créais, et je lui laissais sans idée innovante pour pour tenir les mois et les années qui venaient. Mais ça, moi, j'étais la créatrice. Lui, il s'occupait de la comptabilité, de l'administratif, etc. Et dans mon livre, j'explique bien qu'un jour, j'ai une commande de 5000 gants pour Noël, et c'est là qu'il part. Il me dit que je suis folle, qu'on peut pas faire ça en une semaine. Et moi, je vois 5000 gants, je vois le chiffre d'affaires, je coupe les 20 000 petits morceaux, les 10 000 intérieurs, les 10 000 extérieurs, et je vais faire ma commande de gants, et je vais la livrer au drugstore Publicis avec ma 4L, et le 24 décembre. Enfin bref.
je le quitte parce que sur un plan privé, ma vie est un mess-up et je ne veux pas de ça. Donc je me sauve et je me suis toujours dit que ce jour-là, j'ai été très courageuse de prendre ma vie en main, de tout quitter le 7e arrondissement avec les 6 mètres sous plafond et me retrouver à voler dans les jardins à Cadaqués pour nourrir mes enfants. Mais moi, je trouve ça absolument remarquable et complètement dingue. C'est-à-dire que autour de moi et parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui ont fait ça, enfin, à d'autres niveaux, mais chacun son niveau. Déjà, le fondateur de Danone. Oui, et après, tu as un oncle de mon ex-mari. Il a fondé, c'est le grand-père de mon ex-mari qui a fondé Danone et puis il est mort très jeune, il est mort à 40 ans. Et Danone, c'est Antoine Riboud qui a pas son bac. C'est ça. Et il y a quand même, je veux dire, dans même des parcours plus simples et le fait de quitter un boulot dans lequel on n'est pas très heureux, mais on gagne bien sa vie et pas oser le faire parce que on aimerait faire autre chose, etc., etc. Je veux dire, il y a un moment où toi, t'as osé. Moi, j'ai osé. Laisser une entreprise, partir avec 3 enfants, une entreprise prospère. Et c'est important aussi. Un style de vie qui va avec, un appartement dans le 7e, une Jaguar, etc., etc. Partir à Cadaqués. Dans l'inconfort total. Dans l'inconfort total. Là, je vais être hippie. Avec d'autres gens. Tu vis au milieu d'autres gens. Hein. Je vis au milieu d'autres gens. Et là, on me prête une maison, une copine me prête une maison, Marie-Claire Pessel me prête sa maison. Et à la limite, elle est trop luxueuse pour mon état d'esprit. Mais tu te dis pas, je vais faire, je pose la question, c'est un peu perso, mais on l'aborde un peu ici, donc je me permets, mais tu te dis pas, je fais n'importe quoi pour mes enfants non, j'ai l'impression que je les sauve. Ils sont pas heureux de voir leur maman pleurer tout le temps et travailler tout le temps. Et le père est très absent. Très, très, très absent. D'accord. Et donc, et à cette époque-là, il y a un jeune homme qui est très, très, très amoureux de moi. Je peux en parler parce que je l'ai revu il y a 2 ans. Et il avait 17 ans à cette époque-là. Et il voulait absolument, il était riche. Il me gâtait. Je ne voulais jamais accepter ses cadeaux. Il a commencé par des bracelets, puis après c'était une Ferrari, puis je refusais tout. Mais il est venu me retrouver à Cadaqués et puis c'est la seule fois où vraiment un homme riche a voulu m'aider et ça je l'ai pas accepté parce qu'il était trop jeune. J'ai pensé qu'il était trop jeune pour moi, que c'était pas bien pour mes enfants et j'ai dit non. Je l'ai laissé partir. Et je l'ai revu il y a 2 ans. Il était très malade comme moi. On s'est revu grâce à Facebook. Il avait une maison d'hôte au Brésil et il est revenu en France. On s'est revu en mai 2015 et je crois que c'est 2015-2014. J'ai un trou dans la mémoire, moi qui n'en ai jamais. Et il est décédé. Il m'a dit on va refaire des tas de choses ensemble. Il est décédé en octobre de la même année. D'accord. Le 8 octobre. Donc pour revenir au sujet principal, je suis à Cadaqués. Je n'ai pas du tout le sentiment que je fais des choses pas bien pour mes enfants. Je suis inconsciente de vivre avec ces hippies. Je vis dans une maison sans eau, sans électricité. Les 2 filles. C'était l'inconscience, c'était ça. Ça, c'est de l'inconscience. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est de la survie. Et je dois dire aux auditeurs que tout est dirigé là-haut par Dieu, je suis sûre, parce que là, on est en 75, quand je suis avec ces hippies. Et en 68, j'étais allée à Cadaqués me reposer 3 semaines, après la naissance de mon 3e enfant. Et il y avait toute une bande de hippies. Et parmi eux, il y avait un type très, très, très beau, qui avait des grands cheveux, qui avait des yeux bleus et qui avait la syphilis. Et tout le monde disait, ce type est malade, et personne s'occupait de lui. Et je sais pas pourquoi. Moi, je m'en suis occupée. C'est un Américain. C'est un Américain. Il s'appelait Joe Scladian. Je me suis occupée de lui. Dans la journée et le soir, il avait une petite maison. Je lui ai fait ses piqûres, etc. Et puis, un jour, j'ai vraiment cru la nuit, que ça allait mal se passer pour moi. Et je l'ai mis dans ma voiture. Je l'ai assommé avec une poêle à paella. Je me rappellerai toujours. J'ai réussi à le mettre dans ma 2 chevaux. Parce que j'avais peur qu'il soit pas guéri, puis qu'il se passe quelque chose avec moi. J'ai eu peur. Je l'ai emmené chez les bonnes sœurs. Mais en faisant ça, en soignant cet homme, en fait, j'ai écrit mon destin. Parce que Joe Scladian venait d'une île qui s'appelle Martha's Vineyard en face de Boston. Et quand en 75, je deviens hippie moi-même. Le Cap Nègre américain. Là où il y a tous les présidents. Okay. Et quand en 75, je suis avec ces hippies, un d'eux me dit « Mais c'est toi qui as soigné Joe il y a 5 ou 6 ans, ils savent plus très bien. » Mais ce type était fou amoureux de toi. Il a épousé une fille qui te ressemble. Il en a divorcé. Et on va l'appeler. On a appelé Joe sur son île.
Et j'ai demandé à mon mari, qui était toujours mon mari, de m'envoyer 4 billets d'avion. Et je suis partie à Martha's Vineyard avec mes enfants, retrouver ce type. Et 2 de mes enfants sont rentrés et je suis restée pendant 6 mois là-bas avec Caroline. Et j'ai pas vécu avec lui plus de 15 jours parce que c'était pas du tout la personne qui me convenait. Mais je suis restée à Martha's Vineyard. Et c'est à Martha's Vineyard que, presque à peu près 1 an plus tard, je vais inventer, le 18 octobre 76 à 10h du matin, ce qui va être tartine à chocolat. Donc, en soignant ce type en 68 à Cadaqués, en le rejoignant en 75, je vais inventer, grâce à cet endroit, tartine et chocolat. Et le 18 octobre 76, je suis née avec Jacqueline Kennedy et ses 2 enfants, qui ont 14 ans et 16 ans. Et plutôt que d'aller lui parler, parce que je savais qu'on avait des tas d'amis communs, je suis totalement en arrêt, comme un chien en arrêt sur la plage. Et je vois l'enterrement de John Kennedy et des 2 enfants en manteau bleu ciel. Et je me dis, d'où viennent ces manteaux? Et je me réponds à moi-même, il n'y a pas de marque mondiale de luxe pour enfants. Il y a du luxe pour les bijoux, pour les montres, pour les chaussures, pour les voitures, pour les parfums, pour la mode. Et il n'y a rien pour les petits-enfants. Et en nanosecondes, mon cerveau m'envoie la vision d'une marque mondiale de luxe pour enfants. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être rose et bleu, ça doit être de la layette, ceci, ça doit être sophistiqué, ça doit être raffiné, ça doit être fait en France. Et le 18 octobre 76 à 10h du matin, en quelques minutes, j'invente tartine chocolat. Et là, je rappelle mon mari, qui est toujours mon mari, pour lui demander de m'envoyer des billets d'avion. Et je rentre. Et là, il y a un alignement de planètes, la phrase célèbre qu'on utilise pour Macron. J'ai eu mon alignement de planètes. Je rentre fin octobre et je vais rencontrer Bertrand Pavin le 22 novembre. Et ça va être l'amour de ma vie. Et je vais respirer... Je vais respirer Bertrand Pavin. Qui est beaucoup plus jeune également. Qui a 10 ans de moins que moi. Qui a 1 an de plus que l'amoureux que j'avais laissé passer 1 an et demi avant. Et Bertrand va m'inspirer beaucoup et va me donner la force de démarrer Tartine Chocolat. Et donc quand je parle de l'alignement de planètes, je trouve la marque, donc je rencontre Bertrand le 22 novembre, on va se voir le 4 décembre pour la première fois, et le 17 janvier à 7h du matin, je vais trouver le nom de Tartine et Chocolat, parce que mes enfants m'appelaient Tartine depuis toujours, et ils ont donné des noms à Bertrand, qui est venu à Noël avec tous ses copains, qui s'appelait Ketchup, Bonne Soupe, Mauvaise Soupe, Spaghetti, et Bertrand s'appelait Chocolat. Et là, je vais encore appeler papa, pour lui dire, papa, je vais faire fortune et j'ai inventé un nom. Et papa me dit, il est 7h, tu ferais bien de dormir, tu as besoin de sommeil, etc. Je n'ai toujours pas ma validation. Mais je pars déposer cette marque à l'INPI, dans plein de classes, et ça me coûte 9 000 francs que je n'ai pas. Et je rentre assez déprimée dans l'appartement où je vis, qui est un appartement qui appartient aux parents de l'homme qui est encore mon mari. Et là, j'entends mon nom dans la rue. C'est un ami de mon mari que je n'avais pas vu depuis 1966. Et là, on est en 77. Et on prend un café, il me demande ce que je vais faire, et je lui dis, je vais monter une affaire. Je vais monter la première marque mondiale de luxe pour enfants. Et il me dit, tu as de l'argent? J'ai dit non. Et il me prête 10 000 francs. Et là, à ce moment-là, tu as quand même, alors ce qu'on appelle dans l'univers des startups et des multi-entrepreneurs, ce qu'on va appeler un track record. C'est-à-dire que tu as quand même une sorte de validation d'une première expérience d'entrepreneur. Exactement. Où on te fait confiance. Tu as une certaine assurance aussi, j'imagine. Oui. Déjà? Oui, parce que la façon... J'ai eu besoin de l'avoir. Ouais. J'ai eu besoin de l'avoir pour vendre mes poupées de coquillage à 8 ans, pour aller les mettre dans les boutiques. Et puis après, c'était les sets de table, enfin les pince-bêtes. Et puis après, les sets de table. Honnêtement, mon cerveau ne m'envoie que des choses qui sont les bonnes.
Alors il y a quelques fois il y a eu des ratés, des idées mais je ne vais pas les mettre en application, ces idées, si je m'aperçois qu'elles sont pas parfaites. J'ai parlé à Macron en avril 2016 et je lui ai dit quand est-ce que vous vous jetez à l'eau, et il m'a répondu, on a la même cantine au Darossa, et il m'a répondu, je n'irai que quand je serai sûr de gagner. Il y a des similitudes. Quand je suis pas sûr que mon idée est bonne, je n'y vais pas. Mais la certitude, c'est une intime conviction. C'est une intime conviction. C'est pas une certitude qui est rationnelle. Non. Tout comme pour lui, parce que l'alignement de planètes, il a fallu qu'il se produise bien quand même. Au moment où il se lance. Merci Fillon, merci Juppé qui a pas voulu y aller, merci Marine Le Pen qui s'est vautrée. Oui. Et moi, là, je suis au bon endroit, dans le bon trottoir, quand Vincent est là et que Bertrand est arrivé. Oui, c'est vrai. Ce qui me fascine à chaque épisode que j'ai, c'est que j'ai toujours un champion olympique qui me dit moi, j'ai de la chance. Et puis après, 2 phrases après, il t'explique qu'il a fini 14 fois 4e ou 13 fois 4e. Et tu dis, bah non, t'as pas de la chance. Tu l'as fait. Bien sûr. Enfin, il y a quand même une forme d'insistance et de choses comme ça. Ce type que tu rencontres dans la rue, t'aurais pu ne pas oser lui dire ou ne pas avoir l'idée. Bien sûr, non, mais hier dans le train, j'ai eu une magnifique aventure avec un type qui, j'étais pas à ma place. Je suis obligée de raconter ça parce que c'est du même niveau. J'étais pas à ma place, j'avais des écouteurs, j'étais en train d'écouter Coldplay, j'étais fatiguée et il me fait un signe de non, restez à votre place. Un mec de 50 ans, beau gosse, chic et puis je continue d'écouter Coldplay, voilà, et puis 2 stations plus loin, il revient devant moi, je lui fais comprendre, je dois quitter ma place, il me dit non, restez là, il se met en face de moi, il enlève son blazer, il retrouve ses manches, il avait un lion tatoué sur sa manche. Moi, j'ai fait un tableau de 300 lions et j'ai un truc très précis avec les lions, dans mon bouquin, j'en parle beaucoup, et je lui montre ce tableau des lions, on a parlé. Ce type est un grand entrepreneur qui a monté plein de boîtes. On a parlé, je lui ai parlé du tatouage lion de Zlatan dans le dos qu'il connaissait pas. C'était trop drôle, ce mec a 50 ans et puis il m'a dit quelqu'un vous attend. J'ai dit à Paris, j'ai dit non. Avec son chauffeur, il m'a déposé chez ma fille et je lui dis vous savez, c'est drôle que vous fassiez ça parce que toute ma vie j'ai eu des chauffeurs et toute ma vie il m'est arrivé 50 fois d'accompagner de Roissy ou d'Orly ou d'un train des gens avec ma voiture. Et là, j'apprécie vraiment. Mais il dit, mais oui, mais c'est normal. Je dis, non, c'est pas normal. Mais je crois que maintenant, je me rends bien compte que je suis toujours maître de mon destin et de choisir les bonnes personnes. Et on a parlé mais c'est voilà. pas que du hasard. Je veux dire, c'est pas du hasard. Il y a des gens qui décident de ne pas parler aux gens bien comme sûr. ça. Il y a des gens qui décident. Et si j'ai parlé à ce type-là, c'est sans doute que j'ai fait un bon choix puisqu'il m'a dit, je viens vous voir dans votre maison en Aubrac, je devais aller ailleurs, mais je vais aller là. Et il y a des signaux. Il y a la manière dont tu lis les gens, le costume, les choses, le tatouage. Et c'est un jeune et pour monter des affaires maintenant, il faut être en affaires avec des jeunes. Et là, c'est un jeune entrepreneur de 50 ans. Il a monté plein d'entreprises. Il dirige une énormissime entreprise et je lui ai parlé de mon autre projet et je me rends compte que les projets, moi, j'ai cet âge-là, mais je vais en monter d'autres et il faut être accompagné de jeunes. Et je me suis dit, j'étais assez contente de mon instinct d'avoir parlé à ce type qui m'a raconté qu'il avait eu 10 métiers, 10 vies aussi. Catherine, je fais une pause parce que déjà tu bois un petit peu d'eau et je voudrais te dire que je suis ravi et que je me régale. C'est gentil. Et que d'autant plus que quand j'entends sur ce podcast un jeune entrepreneur de 50 ans, je pense que jusque maintenant, je pense que même moi qui n'ai pas encore 40 ans, je dois être parmi les vieux des gens qui écoutent ce podcast, enfin qui sont autour de ce truc. Et non, mais du coup, c'est cool aussi de se dire, on est aussi quand même dans une génération. Récemment, je lisais sur LinkedIn un post de quelqu'un qui disait avant 25 ans, t'es trop jeune. Après 45 ans, t'es trop vieux. Oui, j'ai entendu ça. Et en fait, j'y crois absolument pas. Je pense qu'avant 25 ans, et tu le prouves il y a longtemps, mais t'es pas trop jeune et tu peux faire plein de belles choses. De toute façon. Et après 45 ans, c'est que dans la tête et c'est que dans... Non, mais ça, c'est des mots, c'est des postures. C'est comme de faire des hôtels 5 étoiles luxe. Les étoiles ne correspondent plus à grand chose à notre époque. Ça a sans doute correspondu à quelque chose, mais maintenant, si on doit faire
un hôtel 5 étoiles et que la déco est moche, on a beau avoir 5 étoiles luxe et que s'il y a un truc qui déconne, ça marchera jamais. Et si tu fais un hôtel qui n'a pas d'étoiles, mais que tes chambres, elles sont toutes plus belles les unes que les autres et originales et du jamais vu et ceci et cela, ça va se savoir grâce aux nouvelles technologies, aux nouveaux réseaux sociaux, ça va se savoir très vite. Il n'y a pas besoin d'étoiles du tout. Non. Les choses sont en train de changer. Il y a besoin de bonnes notes des gens qui viennent. Il y a besoin de bonnes notes. On est d'accord. Ça, c'est important. C'est autre chose. Mais c'est pas Parce qu'avant, les étoiles étaient attribuées par des gens qui en avaient le monopole. C'était Michelin et Guémillot, mais c'est plus ça. C'est le public maintenant qui donne les étoiles. On va repartir sur tartines et chocolat, sinon ça fait 45 minutes. Alors, même si pour ceux qui sont, je le reprécise, mais un podcast comme ça s'écoute en plusieurs fois. Il y a pas de souci, vous pouvez l'arrêter, le reprendre, parce que récemment, on m'a encore dit, mais comment tu peux trouver autant de temps pour écouter toutes ces choses-là? Moi, j'en écoute beaucoup d'autres évidemment, pas les miens. Et voilà, donc c'est la manière dont on peut qu'on peut utiliser pour les écouter. Tartines et chocolat. On est donc en 77, enfin, entre les deux années. Marque de luxe pour enfants. Aujourd'hui, on va avoir des bons points, on va avoir des bons tons, on va avoir un certain nombre de choses. Toi, t'es bien en avance sur tout ça. Non, Bonpoint et moi, on démarre la même année. D'accord. Marie-France Cohen et Dominique, sa sœur, démarrent en même temps que moi, mais d'une manière différente. Elles ont des boutiques. Elles ouvrent tout de suite 2 boutiques, rue de l'Université et rue de Grenelle. Et des appartements au-dessus, elles peuvent habiter dans les lieux. Et moi, je dois trouver des locaux, je dois trouver des bureaux. C'est un peu plus difficile pour moi. Et moi, je crois que les boutiques, elles les ont eues par leurs parents. Enfin, elles ont été aidées. Moi, je suis pas aidée par personne. Et je veux être Faubourg Saint-Honoré, absolument, et nulle part ailleurs, parce que je ne sais pas qu'elles existent encore, et je veux être la première marque mondiale de luxe. Mais, puisque tu parles aujourd'hui, il y a Bonpoint, Bonton, etc. Une de mes petites filles, qui s'appelle Victoire, qui fait mode art, a fait un mémoire il y a 2 ans, et est venue m'interviewer sans dire que j'étais sa grand-mère. Et elle me dit, Madame Pavin, en 80, il y avait 2 marques de luxe mondiales pour enfants qui étaient Bonpoint et Tartines et chocolat. Pouvez-vous me dire comment a évolué la mode enfantine de luxe en 2017? Et je lui ai répondu, en 1980, il y avait 2 marques mondiales de luxe pour enfants, Bonpoint et Tartines et chocolat. Et en 2017, il n'y a toujours que 2 marques mondiales de luxe pour enfants. Jacadi n'est pas luxe. J'ai été 3 ans directeur artistique de Jacadi. Le propriétaire n'a jamais voulu dire que c'était luxe. Et il y a des marques d'adultes qui descendent dans l'enfant, mais ce ne sont pas des marques d'enfants mondiales. Oui, du Baby Dior ou des choses comme ça. C'est des marques de luxe qui descendent dans l'enfant. Aujourd'hui, il n'y a toujours que Tartines et chocolat et Bonpoint qui sont les marques de luxe mondiales pour enfants. D'accord. Et de ça, je suis super fière. Ah ben j'imagine. Et alors raconte-moi une fois l'INPI déposé, comment c'est quoi le 0 to 1? Comment je passe de 0 à 1 sur tartines et chocolat? C'est quoi tes premières pièces vendues? Les premières pièces, alors, le concept que j'ai, moi, Bonpoint n'est pas là-dedans. Bonpoint fait de la mode. Alors, la différence qu'on va avoir tous les deux, c'est qu'ils vont faire que des vêtements d'enfants. Que des vêtements d'enfants de 0 à 8 ans, je crois. D'accord. Et moi, je veux l'univers des enfants. Je veux l'univers. C'est-à-dire qu'il y a, dès le début, un bavoir, un drap de bain, un sac une housse à biberon, une housse de carnet de santé, un album de photos, une tenue pour une petite fille, une tenue pour un petit garçon. Dans la tenue, il y a le chapeau, les chaussures et tout. C'est vraiment un concept, moi, qui est différent. Il y a un tour de lit, il y a un drap, il y a un édredon, il y a un sac valise pour mettre tout ça. Il y a un véritable concept. En vérité, il y a 25 produits qui vont être faits en rose et blanc et bleu et blanc à rayures. Seulement la chasuble et la brassière et la salopette ont des tailles. Ce sont des vêtements. Les autres choses n'ont pas de taille. Donc le bavoir n'a qu'une taille, le drap de bain n'en a qu'une, le peignoir de bain, etc. Et je vais acheter le tissu chez mon père, bis repetita. Au début, c'était du Vichy rouge, là c'est de la rayure rose et de la rayure bleue. Je vais lui demander de m'avancer les métrages pour faire tout par 25. Mon usine en Bretagne existe toujours.
Je vais faire les patronages en carton. Donc c'est l'usine de ton ex-mari à ce moment-là, qui est toujours mon mari. Je vais divorcer dans l'année, qui est toujours mon mari. Je vais lui demander de me prêter l'usine pendant une semaine. Ok. Je vais tout découper à la main, tracer avec un crayon et tout découper. Je vais inventer des griffes. Je vais coudre mes griffes à la main et je vais aller coudre les vêtements et les produits dans mon ex-usine. Et j'ai tout par 25. Des griffes, c'est quoi? Les griffes, c'est la marque que je mets à l'extérieur. Ah oui, d'accord, oui, très bien. Qui était tartine et chocolat ou par Catherine Painvin? Alors, il y a la griffe à l'extérieur, elle fait quand même 12 cm par 2 cm et demi, par 2 cm et demi. Elle est cousue à l'extérieur. D'accord. Tous mes vêtements sont siglés et à l'intérieur, il y a encore une griffe intérieure, tartine et chocolat, Catherine Painvin. Non, c'est pas Catherine Painvin à l'époque, c'est Catherine Girard. Tout de suite, après, ça va être Catherine Girard Painvin, mais je me marie 2 ans après, donc ça va devenir Catherine Painvin. Je vais mettre mon nom sur tout, donc mon nom a été mis sur des dizaines de millions d'objets pendant toutes ces années. Je vais fabriquer 25 pièces de ces 25 modèles. 16 en bleu, et en me disant que c'est mixte, et 14 en rose. Et 16 en bleu et 9 en rose. Et je me dis, je veux aller les vendre dans la meilleure boutique. Et la meilleure boutique, c'est la petite gaminerie rue à Paris. À Paris, rue à Saint-Germain. Ça va me revenir. Et Monsieur Berger, le directeur, est très occupé et ne me reçoit pas. Il ne me reçoit pas alors qu'on a rendez-vous. Il discute avec des clientes. Il ne me reçoit pas. Et à ce moment-là, je lui dépose une pièce de chaque avec un bon de livraison, avec les prix. Et je dis à la vendeuse, dites à Monsieur Berger que c'est un cadeau de ma part. Et s'il veut me joindre, voilà mon numéro de téléphone. Et le lendemain matin, à 9h, Monsieur Berger est à la porte et m'a dit, j'ai tout vendu à une femme enceinte, puisque c'était une pièce elle était enceinte d'un petit garçon. Donc il me reste juste le bavoir rose. Et à partir de cet instant, Mathieu, on recommence bis repetita avec l'argent de ces 24 choses, plus que Monsieur Berger va tout m'acheter par 5. Il va me payer comptant, avec une facture, mais il va me payer. Avec l'argent des 5, je vais en faire 25. Avec l'argent des 25, je vais en faire 100. Et c'est reparti de la même manière. Alors, à cette époque-là, j'ai une associée qui est la sœur de Bertrand, qui va être mon mari, et que j'ai rencontré fin 77, et qui n'avait plus de boulot et plus de mari. Et on s'associe en 5 secondes. Et ça va durer simplement 18 mois parce que on n'a pas le même rythme. Moi, je suis en permanence en train d'être dans le futur, d'inventer des trucs, et elle considère que ça va trop vite, et elle a peur, et on se sépare en décembre 78. En bon terme, je crois. En très bon terme, en très très bon terme. Je lui rachète ses parts plus cher qu'elle m'avait proposé, donc en très très bon terme. Et à cette époque-là... Sachant qu'à ce moment-là, si j'ai bien lu, alors on rentre dans les détails, mais tu as quand même, comme vous étiez pas complètement dans la même direction, tu lui as proposé de racheter tes parts et finalement c'est elle qui oui, c'est l'inverse. Au début, je veux lui vendre mes parts parce que moi j'ai une autre idée. Je voulais inventer des caleçons pour hommes et ça s'appelait... Zut, j'ai un trou. C'est dans le bouquin, de toute façon. C'est dans le bouquin, c'est dans le livre. Ceux qui sont très intéressés, tous les trucs que tu as, ils ont qu'à acheter le bouquin. Oui, c'est dans le livre. Je voulais inventer. Il y avait pas. C'était 12 € sur Kindle, hein, je le précise. C'est pas grand-chose. C'était pas. Il y avait pas encore de caleçons à cette époque-là. Il y avait pas encore. Il y avait pas encore la grosse Arthur. Calvin Klein, Éminence. Non, il y avait pas Arthur. Ouais. Arthur. Et donc ça s'appelait Suspense. Suspense. Ouais. Voilà, je voulais appeler ça Suspense. Et j'avais déjà trouvé les fonds pour ouvrir des boutiques Suspense, des boutiques très sexy pour une marque Suspense. C'était marrant, mais oui, mais j'avais trouvé les fonds, Mathieu. J'avais trouvé les fonds. Mes boutiques devaient faire 9 mètres carrés avec que des petites étagères, 40 ou 60 couleurs, 4 tailles et une vendeuse super sexy, un tout petit comptoir et une vendeuse hyper sexy. Et j'avais trouvé les fonds pour ouvrir déjà 30 boutiques avec mon banquier de l'époque. Et tu l'as jamais monté? Ben non, parce que Régine devait me racheter mes parts et en fait, elle a rencontré un homme, elle m'a vendu les siennes. Et du coup, je suis partie dans Tartine et Chocolat, tête baissée, et c'est devenu, j'ai plus de bornes, plus de limites, plus de compte à rendre, ni avec une associée, ni avec personne. Et comme on a gagné de l'argent tout de suite, et énormément d'argent, ça s'est développé à la vitesse grand V. Et ça s'est développé parce que j'ai eu une idée en ouvrant Faubourg Saint-Honoré.
encore une fois, mon intuition était la bonne. J'ai mis Paris, Tokyo, New York. Et on m'a demandé où j'étais à Tokyo. C'est des Japonaises. J'ai dit, j'y suis pas, mais si vous voulez, j'y suis avec vous. Et les filles travaillaient chez Seibu, les grands magasins Seibu. Et dans les 15 jours qui suivaient, je signais un premier contrat de licence avec l'Asie. Donc, je leur louais mon nom. Ils pouvaient fabriquer sur place, d'après mes collections, mais je n'avais pas de souci d'exportation et de fabriquer et d'anticiper l'argent. Et ça va sauver, et c'est ça qui va permettre tout le développement de ma boîte. C'est marrant parce que on a l'impression que tous ces concepts sont inventés dans la génération start-up, etc. Il y a par exemple un dicton très célèbre en Californie qui s'appelle « Fake it until you make it ». Et t'es exactement là-dedans, c'est-à-dire le Paris, Tokyo, New York. En fait, l'idée, voilà. Ce qui est compliqué d'ailleurs, parce que récemment, je voyais un article sur un entrepreneur sur un site internet qui disait que le type était un menteur, que c'était, etc., etc. Et je veux dire, il y a des moments où on arrondit les angles, on doit dire des choses comme ça, enfin. Et c'est pas du mensonge. Pas menteuse, mais là, j'ai pas du mensonge. Je pense que c'était plutôt une blague. Oui. Mais il y a un moment où on doit l'ambition doit être, on prend un peu d'avance, quoi. Mais encore une fois, je t'ai dit tout à l'heure, j'intellectualisais pas les choses, mais là, c'est naturel pour moi. C'est naturel de mettre ça. Je me pose même pas de questions. Et plus tard, New York va venir alors. Alors New York va arriver aussi, et le Japon, mais New York avant New York, je vais avoir 107 shop au Japon et 127 en Corée. Et ça, c'est vraiment fou parce que donc ton business à l'origine, c'est de produire des vêtements. Ouais. Alors là, c'est des licences. Donc comment ça se passe une licence? Alors il y a des vêtements, mais il n'y a pas que des vêtements. Je t'ai expliqué, il y avait l'univers. Donc très vite. C'est facile. Le 19 novembre 79, je visite un château à côté de Oudan. Et je veux ce château parce que j'en ai rêvé quand j'étais petite. Dans mon bouquin, je dis que j'aurais un trip autour des châteaux. Un trip autour des châteaux. Donc le 19 novembre 1979, on achète à 7h du soir un premier château. Et papa me prête 200 000 francs pour payer les 10%. Et il va falloir payer le loyer, enfin le crédit. Et là, j'ai une idée. Je me dis, je fais des tours de lit, je fais des édredons, je suis déjà un pied dans la puériculture. Mmh. J'avais rencontré dans la vie d'avant le propriétaire de Yupala, qui m'avait commandé des sacs en matière plastique pour sa boîte. Il m'en avait commandé 1000. Il avait été super content, j'avais livré dans les temps. Je vais voir Philippe Menot dans son usine. Et je lui dis, j'ai quelque chose à vous proposer, monsieur. Vous faites des poussettes qui sont bordeaux et vertes et grises et bleu marine. On va faire des poussettes à rayures roses et blanches et bleues et blanches. On va faire des transats, on va faire des landaux et on va faire des ombrelles. Et quand vous vendez une poussette 200, on va dire 1000 francs, vous allez vendre la mienne 1200, 20% plus cher, et vous allez me donner 6% de royalty. Donc vous gagnez 14% de plus. À prix égal pour le tissu. Le type signe immédiatement. Et moi, je savais que j'avais 1500 francs ou 15 000 francs, je sais plus, je mélange un peu les pinceaux avec les zéros. Enfin, j'avais un montant de crédit où il fallait, on va dire, 1500 francs par mois Et là, il me signe 5000 francs directement de minimum garantie tous les mois. Donc déjà, c'est bon, quoi. Alors, une fois que c'était signé avec Yupala pour les poussettes, les landaux, et qu'en plus, ça allait aller dans la rue, parce que c'est ça mon truc. J'allais être visible dans la rue, sur les trottoirs avec ça. J'ai été voir Monsieur Peluche, qui avait son usine à côté de mon usine en Bretagne, et chez qui j'allais couper mes sets de table la nuit avant d'avoir la bonne machine. Et Monsieur Peluche, Monsieur Dubois, qui avait l'usine Nounours, il avait déjà 1000 modèles de peluches. Je vais voir Monsieur Dubois, je lui raconte mon contrat avec Yupala, et je lui dis, je vais prendre une sélection de 25 peluches chez vous. On va les faire en rose et en bleu. Et on va faire un contrat de licence. Et tout de suite, Monsieur Dubois dit oui. Donc, deuxième contrat de licence. Donc, l'argent frais arrive par là. Après, je vais faire une licence de bonnet, une licence de chaussures, une licence de cartable, les papiers peints, je sais plus, enfin, dans la puériculture, on va mettre des biberons, on va mettre de Tout ça est vendu chez toi aussi et chez eux? Tout ça est vendu dans mes boutiques. Ouais.
parce qu'entre-temps, j'ai pas dit, mais j'ai ouvert des boutiques. Et c'est vendu aussi dans les magasins spécialisés de puriculture qu'il y a dans les grandes villes. Il y avait plein de magasins, je me souviens pas des noms des magasins de luxe, mais il y avait autour de bébés, des choses comme ça qui vendaient, qui avaient un corner luxe, tartines et chocolat, par rapport à... Donc, ils vendaient Youpala, puis ils vendaient tartines et chocolat dans un coin. Et les Japonais, ils vendent ces produits-là aussi? Et les Japonais vendaient tous ces produits-là. Les Japonais, je leur donnais mes dessins et faisaient fabriquer sur place et donnaient des royalties. Donc, j'avais des royalties de licence de marque dans les pays d'Asie et j'avais des royalties de marque et de style pour des produits en France. Mais tout ça faisait des royalties qui arrivaient sur le compte de Tartines et Chocolat qui m'ont permis de développer en France des boutiques qui m'appartenaient et aussi après de créer des franchises. D'où l'importance d'avoir quand même, au-delà de Tartines et Chocolat, ton nom, Catherine Painvin, un peu partout, etc. Parce que tu deviens quand même dépositaire d'un style plus que finalement un concept, plus que finalement... de la mode. De la mode et c'est puis pas de la mode production en fait finalement les usines et tout ça, c'est pas ça qui te rapportait. Non, je faisais faire, j'avais pas d'usine à moi. Il y avait 27 usines qui fabriquaient pour Tartines et Chocolat en France, entre les pulls, les collants et les chaussures et les robes et les manteaux. L'usine de manteaux faisait pas les doudounes. Les doudounes c'était fait dans d'autres usines. Et ce qui était bien dans ce business, c'est que tu ne payais pas la prod puisque c'était payait pas la prod. Non, l'essentiel. En tout cas, toutes les licences. licences. On avançait les matières premières, les boutons, les fermetures éclairs et les tissus et tout ça on avançait, pas dans les pulls ils tricotaient eux-mêmes et je recevais dans des entrepôts et je redispatchais dans les boutiques, dans les franchises et très vite il y a eu des franchises. Non, ce qui est amusant c'est que j'inventais en même temps le marketing. Je dirigeais la pub, ma fille faisait les catalogues c'est des catalogues, mais la façon de développer, elle s'occupait du développement, ma fille Emmanuelle, des boutiques dans le monde. Caroline faisait toutes les broderies et créait les tissus. Nicolas nous a rejoint également, il a dirigé le junior après, et puis la confiserie. Mais c'était moi le chef d'orchestre et c'était facile pour moi parce que j'imaginais tout et j'embauchais les représentants. Et j'étais le chef d'orchestre et j'ai pas appris ça. On a ça dans le sang et c'est pour ça quand je dis jeune entrepreneur, c'est que le type d'hier, il avait 50 ans, mais j'ai l'impression qu'il avait déjà eu 5 affaires ou 6. Ouais. Et ce qui est fascinant là-dessus, c'est que t'es alors dans cette espèce. Et j'ai tout de suite un prix, 85, j'ai eu mon premier prix de femme d'affaires. Oui, parce qu'en plus on parle de tout ça. Là, tu es sur mon humble podcast et je t'en remercie. Ça a été très facile. Je t'ai contacté par le site internet, t'as répondu tout de suite et il se trouve que tu venais à Paris. J'ai eu cette chance. Mais ça montre aussi, je pense, ce rapport que tu as. C'est facile. Je veux dire, avec toi, c'est facile. Oui. Et tu vois, on a l'impression que c'est facile tout ce que tu racontes, mais dans l'absolu, c'est ça. Mais moi, il y a des facile. gens. Oui, mais même là, je veux dire, après, on se parle, c'est facile, tu vois. Et il y a plein de gens. Oui, mais parce que je respecte, je suis invitée, je respecte, je fais en sorte même si je suis bavarde, je fais en sorte d'être centrée, de suivre le fil, de faire en sorte que ce soit audible. Mais c'était facile et j'ai eu le prix de femme d'affaires en 85. Mais là encore, j'aimerais dire quelque chose. J'avais une attachée de presse et c'était Veuve Clicquot qui dit que je suis nominée et mon attachée de presse prépare le dossier et je n'ai pas le prix. Et là, ils disent vénère. Je suis très vénère. J'étais très énervée. Et on avait le droit de se présenter 2 années de suite. Et la seconde année, le dossier de presse, c'est pas mon attachée de presse qui l'a fait. Elle avait fait un truc en 29-30, en 21-29-7. Oui. Et moi, j'ai fait du 40-60 avec en gros une photo de Guillaume avec un bonnet tartine et chocolat, avec des collages de matière. Je leur en ai mis plein les yeux et j'ai eu le prix. C'était tout de suite après Anne Trou et Marie-Josée Bobet. Et j'ai eu mon prix, et à partir de j'étais allée chercher mon prix aussi. J'étais allée me le décrocher, mon prix. Et c'est là où tu enchaînes aussi là-dessus. Et après, je vais enchaîner l'enseigne TF1 le 10 avril 85. Oui. L'homme du mois est une femme. Avec François Closet, Alain Veller et puis il y en a un troisième que j'ai pris de m'excuser. Et puis après, ça va. Même une demande de rançon du djihad islamique un mois après, mais ça on en parlera un autre jour. Incroyable. Où on lit le bouquin. Quand on lit le bouquin, voilà. Et dans le bouquin, je dis pas que je peux te le dire à toi, mais
mais j'ai flanqué deux gifles à Pierre Berger parce que je lui avais promis que je lui en donnais une et j'ai mis un peu de temps à me venger et j'étais assez contente de moi d'avoir le courage de faire ça en public. Mais en tout cas, j'ai eu des prix, donc j'ai été récompensée pour cet acharnement thérapeutique à croire en moi. Et j'étais fière de montrer ça à mon papa, j'étais fière de montrer ça à la famille Pinvin. J'étais très 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 fière de mes beaux-parents. C'était pas facile pour eux d'avoir une belle-fille qui avait déjà 3 enfants pour leur fils. Qui avait 3 enfants, qui avait presque 15 ans quand leur fils en avait 24, quoi. C'est ça, enfin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que non, ils ont Bertrand, il a 7 ans d'écart avec Nicolas. Donc 8 ans avec Caroline, mon second mari. Ouais, donc 8 ans d'écart avec ton aîné. Il a 8 ans d'écart avec mon aîné, mais je suis battue par Brigitte Macron. Il a 8 ans d'écart avec mon aîné, 7 ans d'écart avec l'aîné, 8 ans avec Caroline et 10 ans avec... Et 9 ans avec Emmanuel. Ce qui d'ailleurs fait évidemment des mais d'ailleurs t'as quand même un écart très réduit avec tes enfants toi-même. Oui, mais il faut savoir qu'au début, là on dit ça maintenant, c'est facile, j'ai des cheveux blancs, je viens de me taper 2 cancers depuis 20 ans et et voilà mais à cette époque-là, je suis brune, il est brun, il n'y a pas l'écart d'âge et je suis tellement dynamique, il y a pas vraiment d'écart d'âge. Ce que je veux dire, tout le monde a dit que ça allait. C'est-à-dire que chez toi, tu racontes un peu des espèces de teufs avec ton mari, tes enfants, tout le monde vient et en fait tout le monde est là et toi en plus t'as 17 ans de plus, donc bien c'est sûr, pas bien sûr, mais on est resté collés serrés tout le temps. On a eu plusieurs châteaux dans le Perche, les enfants habitaient à côté. Nicolas était à 7 km, Emmanuel à 8 km, Caroline venait le week-end, tous les week-ends, et on était avec les 2 petits. On est un clan. Et ce qui est fascinant, on n'a jamais fait de fête en revanche avec des étrangers. Ouais. Il y avait des chasses et Bertrand avait ses amis de chasseurs, donc venaient, mais moi j'avais pas de. Le seul ami que j'ai gardé toute ma vie, c'est mon avocat Versini, avec qui je dîne ce soir. Et sinon, j'avais pas d'amis. J'ai eu un ami la dernière année qui s'appelle Jérôme Darblay, qui est aussi un de mes meilleurs amis encore aujourd'hui, qui est le seul à avoir connu ma vie d'avant, la fin de ma vie d'avant, et que j'ai toujours. Et ce qui est fou dans toute cette histoire, c'est que t'es pleine de paradoxes aussi. On va pas pouvoir rentrer dans tous ces détails. À la limite, on le fera une autre fois. On verra, on prendra le temps. Mais c'est que en parallèle, t'as cette vie de château, un mari qui veut être agriculteur, qui a fait Sciences Po, et donc lui aussi semble-t-il plein de paradoxes, qui part aussi lui faire du Dakar, du bateau, des tas de choses. Donc que finalement quelque part tu rinces un petit peu d'une manière ou d'une autre. Et pour autant, donc une vie un peu là, tu parles de chasse, de choses, et puis la vie 3 jours par semaine au Bristol, ce qui semble complètement lunaire, des voyages en Concorde aux États-Unis, un truc super fast à la fois et très simple. Il faut remettre les choses dans le contexte. Je n'ai pas de résidence, je n'ai pas d'appartement à Paris. J'habite toujours à 100 ou 120, à 120 km de Paris. Je viens à Paris 2 fois par semaine. Et quand je viens à Paris, je dors au Bristol. Et pourquoi le Bristol? Mais encore une fois, c'est dans mon cerveau. Je suis une marque de luxe mondiale. Je vais pas aller m'installer au Mercure ou à l'Ibis, je sais pas si ça existe, dans des hôtels bas de gamme, moyenne gamme. Je sais pas ce qu'ils sont comme gamme, mais alors que si je suis dans le bar du Bristol, je vais rencontrer. C'est au bar du Bristol que j'ai rencontré un type un jour qui était ambassadeur en Corée. Et c'est par lui que j'ai eu mon contrat coréen. Surtout qu'on ne dit pas, mais que comme tu l'expliques aussi, je crois que tu as un bon deal au Bristol parce que pour eux, avoir quelqu'un qui vient souvent, déjà c'est bien, avec des enfants, jeunes femmes, entrepreneurs, etc. Il y a quand même ils ont besoin aussi d'avoir des gens qui ne sont pas que des vieux. Tout le monde savait, je payais alors je pense qu'une chambre dans un hôtel, c'était 1000 francs. Et moi, je payais 3000 francs une suite au Bristol. D'accord. Et ça a été pendant mes 25 ans. Parce que, à côté de ça, j'amenais à dîner les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Taïwanais, les Grecs, les Russes, les gens du monde entier. Et j'étais chez moi et j'avais c'était toujours comme il y avait les enfants qui me rejoignaient. On était sous le portrait de Marie-Antoinette. Et je ne vais plus au Bristol depuis 2004. Mais quand je vais au bar de Bristol déjeuner,
que Pascal sait que j'arrive. Évidemment, le canapé sous Marie-Antoinette est réservé, même si on n'est que deux, et c'est trop mignon. Mais dans mon livre, je consacre, je crois, 4 ou 6 pages au nom de tous les employés du Bristol que j'ai côtoyés pendant toutes ces années et qui, oui, étaient super contents d'avoir une femme d'affaires qui leur racontait ses contrats. Je signais mes contrats dans le bar du Bristol ou dans des salons qui me prêtaient. C'était et je voudrais préciser quelque chose parce que ça m'a rappelé et ma mère et ma femme quelque part à un moment, mais il y a un profond respect de ta part qui est je crois qui vient de ta grand-mère, oui, ou des employés et des notamment dit, si des employés de maison. Respecter du personnel de maison. Ta maison doit être propre tous les soirs pour quand elles arrivent dans la cuisine le matin. Ma grand-mère m'a dit ça quand j'avais 9 ans. Et elle se levait plutôt le matin pour préparer la maison, et avant donc que les employés arrivent. Ça, toute ma vie, ça a été comme ça. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne laisses pas une chambre d'hôtel en méga bordel en partant. Non, mais moi, je passe mon temps à ranger. Moi, je suis complètement psychotique avec l'aspirateur, avec le ménage, avec le rangement. Mais je respectais vraiment le Bristol et c'était rendu. Je n'aimais pas les bouquets de roses et les petits bouquets serrés. J'avais dit un jour que je préférais j'avais un jour défait tous les roses en pétales que j'avais mis autour de ma baignoire et après c'était naturel. À chaque réservation, il y avait des pétales. Mais il faut pas croire que je frime tout ça. Je peux pas frimer puisque j'ai mal vendu tartines au chocolat et que j'ai pas été payée, que j'ai tout perdu. C'est juste que j'explique que tout ça, c'est lié. D'aller soigner ce syphilitique pour me retrouver à Martha's Vineyard, c'est écrit. C'était déjà écrit là-haut. D'aller au Bristol pour rencontrer ce type qui était ambassadeur en Corée, c'était encore une chose qui était écrite. Je suis sur une sorte de chemin. Et c'est vrai qu'au Bristol, il y avait un respect mutuel. Monsieur Ferchaud, il m'a tout le temps respecté. Monsieur Ferchaud, Monsieur Souman et ils ont toujours été super gentils avec moi et contents de m'avoir et ils me faisaient des sapins quand mon mari m'a quitté. C'était tellement dur, je voulais plus faire Noël. Je me rappelle qu'un jour la gouvernante m'a appelée pour me dire il y a une surprise pour vous. Elle m'appelle le 23 décembre. Elle me dit on vous offre une suite et ils avaient fait un sapin de 5 mètres de haut avec 1000 boules. C'était 1000 boules de Noël. Il y avait tout pour que tous les enfants soient bien. L'aventure Bristol a été en vérité encore une autre aventure humaine. Mais vraiment enfin quand on le lit et quand on t'écoute, je le prends pas vraiment. Je pense qu'il déjà il y a une question d'époque, de perspective, oui, et de choses comme ça. Mais il y a aussi ce que tu dis, c'est hyper important, hyper intéressant. C'est-à-dire que on se force un peu à une certaine humilité aujourd'hui d'entrepreneurs et de choses comme ça, mais le fait d'aller, comme tu le dis, dans des endroits où d'autres vont, où tu augmentes le nombre de rencontres possibles alors évidemment, a priori, si tu voyages en première ou en business, t'as plus de chances de rencontrer quelqu'un qui fait du business ou qui bien entendu. Voilà. Mais donc, ça a aussi été ma décision. C'est une forme d'investissement. Bien sûr, c'est totalement une forme d'investissement. De voyager en première et de prendre le Concorde, j'étais qu'avec des chefs d'entreprise. Tout le temps. Et quand j'ai signé des gros accords avec Givenchy, j'étais toujours en Concorde pour aller lancer le petit Sambon. Monsieur Racamier, qui était alors propriétaire de LVMH, disait toujours quand j'allais lancer le petit Sambon qui est sous licence Givenchy, il disait toujours regardez comment elle est habillée. Elle est habillée en Chanel avec des jeans troués, alors que je suis propriétaire de Givenchy. Je n'arrive même pas à lui mettre une robe gratuite de chez Givenchy. Mais, comme quand elle est elle est contente de sa tenue, elle fait des miracles elle est à l'aise, elle fait des miracles auprès de toutes les journalistes dans toutes les conférences qu'elle donne partout dans le monde. Alors, on la laisse habiller en Chanel. C'était amusant, ça. Et monsieur Racamier, à New York, un jour, avec la mascotte de Tartines au chocolat, c'est un petit hérisson, est arrivé dans l'hôtel qui s'appelle le Cirque, où je faisais de grandes conférences de presse en anglais avec ma fille Emmanuelle. Il est arrivé, c'était en hiver, il avait un par-dessus
Il a demandé à ce qu'on lui donne 12 hérissons, parce qu'il avait 12 boutons. Il a accroché un petit hérisson à chaque bouton. D'accord. Et il a dit, j'aimerais faire la couverture du New York Times demain matin, s'il vous plaît. Et on l'a eu. Pas mal. Donc pas mal. c'était pour vous montrer qu'il y a eu des très très bons moments. Et pour Monsieur Racamier, il est pas con, il était propriétaire de cette affaire de parfum. Il avait tout compris. Ouais. Il m'aurait mis en classe éco, j'aurais pas été en forme pour me trimballer déjà tous les États-Unis. Déjà en faisant des conférences de presse dans 12 villes à la queue leu-leu aux États-Unis, tout ça en première, j'allais directement à l'hôpital épuisée. Oui, en revenant en France. Et Mathieu, faut que je vous raconte un truc. J'ai été 3 ans conseiller artistique du président de Jacadi en 2010, 11 et 12. Et j'ai fait appel à certains de mes fournisseurs de tartines chocolat, qui sont tous arrivés. Et plusieurs d'entre eux disaient aux filles de chez Jacadi, ah oui, mais Madame Pavin, parce qu'ils m'accordaient des petits métrages pour faire des échantillons, alors que les filles de Jacadi ne les obtenaient pas. Et plusieurs ont eu le même discours. Oui, mais Catherine Pavin, c'est pas pareil. Parce que nous, on l'a vu dans sa suite au Bristol, avec des perfusions. Et elle ne pouvait pas se permettre d'être malade. Elle n'avait pas le temps d'être malade. Mais cette femme était très, très souvent en chute de tension. En burn-out. Avant les réunions de collection, j'avais au moins 6 burn-out, des petits, mais enfin avec des perfusions d'atropine. Et que je sois chez moi ou je sois au Bristol, il fallait que je le fasse, le boulot. J'avais pas de choix. Et les gens des tissus, des boutons, des galons venaient. Et c'était pas pour frimer que je les recevais à l'hôtel. C'était pour gagner du temps. Et jamais de ma vie, je n'ai eu une minute de retard en rien. Jamais. Je confirme, tu étais même en avance, alors que moi j'étais pile à l'heure à ce rendez-vous. Non, mais je veux dire, c'est pas pour frimer, encore une fois. C'était comme ça. Non, mais mais ça n'empêche pas, Mathieu, que quand même après, quand ça va commencer à aller mal, je vais être trahi. Oui. C'est-à-dire qu'on m'a aimé, on m'a respecté et on m'a adulé en me disant que j'étais vachement forte, un génie, etc. J'ai entendu ça 1000 fois. Mais quand il a fallu m'abattre, ils ont été aussi nombreux à... Oui, parce que j'allais dire, il y a quand même un vrai retour de manivelle, mais il n'est pas toujours vrai, quoi. Il y a des moments où quand même si tu as été bien et que tu as fait les choses, on peut te... Alors allons rapidement là-dessus, avant que tu m'expliques ton actualité avant d'arriver sur la vente ou la non-vente ou les problèmes que tu as eu sur la fin de cette aventure, je voudrais juste avoir ta perception sur qu'est-ce qui a fait la différence. Pourquoi tu as eu un tel essor aussi rapide sur ces 2 business? Alors, pour Tartines Chocolat, l'essor est venu du fait que, comme je t'ai dit, je recevais presque $3 millions par an de royalties. C'est de l'argent frais. Et avec de l'argent frais comme ça, on peut ouvrir des boutiques, on peut se développer. Donc ça, c'était la raison. C'était une raison. Mais pourquoi ils t'ont choisi toi avec ton... Pourquoi ils arrivent et qu'ils se disent, tiens, je vais lui filer mais non, parce que je suis bonne vendeuse. Parce que t'es bonne vendeuse. Attends, et Monsieur Dubois, si tu interviewais aujourd'hui Monsieur Dubois, qui est le licencié Peluche, Monsieur Dubois, il m'envoyait mes chèques, il disait si je pouvais mettre des bouquets de fleurs avec les chèques ou des bouteilles de vin rouge avec le chèque, je le ferais. Vous m'avez fait tellement gagner d'argent... C'est un bonheur, Monsieur Dubois. Donc tous, ils étaient super contents. Ils avaient des marges bien plus fortes avec Tartines Chocolat. Eux, ils croyaient en tes produits, mais il fallait quand même être derrière. Tu peux les vendre. En même temps, j'avais un feeling, mais j'avais des boutiques. J'accompagnais. C'était pas juste, regardez, je vais m'engraisser. Il y avait des boutiques. Ils avaient leurs produits mis en valeur. Il y avait leur nom. Il y avait ça. Foi en toi. La foi. Ils avaient la foi en moi et moi j'avais la foi en moi. Ensuite, je passe très bien à la télévision. Quand je dis je passe très bien, c'est-à-dire j'ai eu des émissions de télévision, j'en ai eu plusieurs. Et je parlais de mon mari, de mes enfants et de ma maison, même si je montrais pas la maison. J'expliquais que j'étais une mère de famille normale. C'est sans doute, tu interviewerais mes enfants et te dirais maman a été beaucoup absente. J'ai peut-être été beaucoup absente, mais j'ai même pas eu l'ombre du quart d'une amie pendant les 23 ans de mariage avec Bertrand, à part une amie que j'ai amenée. Tellement je privilégiais quand même la présence avec mes enfants et de les emmener en vacances et de les emmener en bateau. Paradoxalement,
j'aurais envie de dire, est-ce que tu n'étais pas très présente? Enfin, t'as pas écrasé tout le monde Alors ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Est-ce que j'ai écrasé tout le monde? Il faut poser la question aux enfants. N'empêche que mes 3 enfants ont tous passé 18 ans avec moi. Oui. Et ils avaient 40 ans, 38 ans quand je vends. Mes filles sont rentrées, n'ont pas eu, mes enfants ils avaient le choix, tu les as pas forcés. Ils avaient le choix, ils n'ont pas eu le bac, ils ont tous voulu venir travailler tout de suite chez Tartines et Chocolat. Et puis tout le monde s'est baladé en première, en Concorde, partout dans le monde. Ouais. J'ai forcé personne. Alors, c'est très, 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 très facile de dire qu'on castre un enfant ou un mari. Non, mais je veux dire, j'ai rien sous-entendu. Non, mais je veux dire, on peut dire ça, mais mon mari, quand il me quitte, on peut penser que je l'ai castré pendant 23 ans. Il est quand même resté 23 ans. Avec 10 ans de moins, on m'avait dit, ça va durer 3 semaines, cette histoire-là. Allez, 3 mois. Je suis pas arrivé là dans le bouquin, donc en plus, je pose. Ouais. Non, mais je veux dire, ça dure quand même 23 ans. Ouais. C'est pas rien, 23 ans. Il y en a eu des naissances, des baptêmes, des mariages des enfants, et tout ça. C'est quand même une vraie vie avec ce Bertrand. Revenons sur le business. Alors, on revient sur le business. Il y avait ça. Donc, je passais bien. J'étais dans le Figaro économique une fois par mois. Oui. Je parlais de l'évolution et à force d'en parler, ça créait d'autres business qui se faisaient. Quand je lance Everwood, ça va aussi vachement bien marcher. Les gens ont confiance en moi. Je suis une femme fiable. Voilà, je suis une femme fiable. Et après, je divorce donc en 99. Je suis quittée en 99. Donc là, j'ai encore Tartines et Chocolat pendant 5 ans. Mais là, je m'écroule. Je fais la version pas soft du tout. Et puisque je suis plus aimée, je me dis que je suis plus aimable. Et donc, je vais me cacher à Aubrac. Et là, Tartines et Chocolat fait des centaines de millions d'euros avec, si on met bout à bout le Japon, la Corée, le machin, le truc, il y a des millions et des millions d'euros et de dollars. Et toi, donc, tu gagnes beaucoup d'argent? Je gagne beaucoup d'argent. Tu mets de côté? Je mets pas de côté du tout parce que le plan j'ai pas de compte en Suisse et le plan, c'est que toute la royalty arrive en France et le plan, c'est de vendre Tartines et Chocolat quand j'aurai 60 ans. Et j'en ai 52 à cette époque-là. Quand je divorce, j'ai 52 ans. Et t'es propriétaire toujours à 100%? Je suis propriétaire à 80%. Il y avait un investisseur à hauteur de 20%. D'accord. Et en 2002, il va se passer le début de la chute. C'est le Coréen prend sa retraite et il y a un autre Coréen qui arrive, un jeune. Et il dit, c'est quoi ce contrat? Et on lui répond, c'est une nana, son mari l'a plantée et elle vit dans un village de 2 habitants, elle n'arrête pas de chialer. Et ça, je l'ai su par la secrétaire après. Voilà ce qu'on explique à ce type. Et c'est une marque de mode enfantine de luxe, etc. Le type va continuer de payer pendant 1 an les fameux 2 millions de dollars. Mais il va utiliser une très belle photo de moi avec mes cheveux blancs. Il va mettre dans les 127 vitrines Catherine Pavin présente Alfonso. Il va changer le nom des magasins parce qu'Alfonso est une marque qui lui appartient. D'accord. Il va ruiner la marque Tartines et Chocolat en Corée. Du coup, les Japonais vont aussi faire la gueule. J'ai été en pourparlers avec des Chinois, laisse tomber, c'était plus possible de parler avec des Chinois parce que la Corée avait ruiné la marque Tartines et Chocolat. Et le 9 septembre 2003, alors que ce type est venu me voir à Aubrac pour m'expliquer. Il m'avait pas payé en mai 2003, il a arrêté de payer. Il m'a dit, je vous paierai en juin. Il n'a pas payé ni en juin ni en juillet. Je lui dis, je viens vous voir. Il me dit, non, c'est moi qui viens. Et il est venu à Aubrac le 22 août 2003. Et quand il vient chez moi, il y a une médium qui est dans mon magasin et qui fait un truc et je l'invite à dîner avec nous. Et ça, c'est ma vie, Mathieu. On sort du dîner. Il y avait le Coréen, l'interprète, cette femme, Guillaume et moi. Et cette femme me dit, cet homme vous ment, c'est le début de votre ruine totale. Il y a toute une histoire avec des médiums dans ta vie. Ah oui, avec les médiums. Et donc, je dis à Guillaume et Margot, pendant qu'il y a encore d'argent, je vous emmène en Inde et je vous quitterai à New Delhi et j'irai voir ce qui se passe en Corée. J'ai passé 15 jours au Rajasthan avec Guillaume et Margot. Je les ai quittés à New Delhi, je suis allée en Corée. Et j'ai constaté en arrivant à minuit à l'aéroport, j'ai pris une voiture, j'ai montré la carte de visite avec toutes les boutiques de Séoul.
une après l'autre. J'ai compris ce qui se passait. Mon cœur s'est serré. Je suis arrivée au Hyatt pour 3 jours et je suis restée 7 mois dans la chambre 1930 du Hyatt de Séoul. Et j'ai passé 7 mois à me battre avec les avocats. J'ai mis le mec en prison, mais n'empêche que ma marque ne valait plus rien. J'ai passé mes journées à aller sur des plateaux de télé, dans des magazines, faire des articles pour expliquer la situation. Je me suis répétée pendant 7 mois. La nuit, j'allais au Fake Market acheter des tissus. Et la nuit, je fabriquais des vêtements miniatures que j'envoyais par EPS tous les vendredis, puisque j'étais la seule styliste. Et voilà, et ça a merdé, puisque donc tartine au chocolat a commencé à merder, l'argent n'arrivait plus. Mais parce que le reste du monde marchait encore. Ah oui, mais les royalties, quand le banquier a su que les 2 millions n'arrivaient plus, et n'allaient plus jamais arriver, et que Taïwan a arrêté de payer aussi, c'était le début de la chute de tartine au chocolat. D'accord. Donc à cette époque-là, je donnais une pension à mon mari, ce qui était normal, c'était voilà. Le divorce c'était comme ça. Et tartine et chocolat commence à se péter la figure. Et moi, je me bats en Corée. À ton deuxième mari. Mon deuxième mari, donc Bertrand, il est venu me voir à Hong Kong. Parce qu'à un moment donné, j'ai dû passer 15 jours à Hong Kong. Et pour rencontrer des banquiers, des investisseurs éventuels. Et il m'a dit que je devrais vendre tartine et chocolat pendant que ça valait encore quelque chose. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a vendu tartine et chocolat. On a trouvé un acheteur. Et j'ai pas bien regardé ce que je saignais. Je m'en veux, je suis seule responsable. J'ai eu affaire à un homme pas clair en face de moi, qui m'a donné une partie, qui m'a jamais donné la suite. C'est mon karma. Et la seule explication que je peux avoir, c'est qu'à cette époque-là, je ne sais pas, c'est que j'ai une leucémie, c'est-à-dire que j'ai 105 000 globules blancs. Donc mon cerveau fonctionne pas normalement et j'avais déjà un cancer de la peau et la leucémie est arrivée en Corée. Je me suis fait du mauvais sang. J'étais toute seule, j'avais pas de mari, j'ai pas fait Noël avec mes enfants, j'étais toute seule pendant 7 mois. J'ai vécu l'horreur 7 mois et j'avais surtout la phrase de cette femme: cet homme c'est votre ruine. Et elle avait prononcé le mot ruine. C'est comme si je savais déjà que j'allais être ruinée et que j'acceptais cette fatalité. C'était écrit, que ça aussi c'était écrit. Et j'ai vendu. Bertrand m'avait promis que si je vendais et que je lui donnais de l'argent, il reviendrait. J'ai cru en ça aussi. Il fait ce qu'il peut, il a fait ce qu'il a pu. Et moi, le lendemain, il est parti, je l'ai pas revu. Et je suis allée à l'hôpital et j'ai dit, bon, parce que je vais toucher de l'argent tous les ans. J'ai perdu définitivement mon mari, mais c'est pas grave, je vais aller faire de l'humanitaire en Mongolie et au Népal où j'étais déjà allée depuis 3 ans. Et là, je me suis évanouie à l'hôpital et j'avais une leucémie. Et il m'est resté exactement 500 000 €. Ce qui est rien. Enfin, soyons clairs. Absolument rien. C'est beaucoup pour le commun des mortels et à la fois par rapport à tout. Par rapport à ce que je devais toucher, c'était rien. Quand on parle d'une boîte qui faisait des centaines de millions. Non, mais j'ai pas vendu cher. Enfin, je veux dire, je vais chialer, donc je vais pas en parler. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'ai fait avec ces 500 000 €. Et ben, je les ai mis en compte courant dans ma maison d'hôte en Aubrac. Qui existait déjà, que tu avais déjà. Que j'avais créé. Dès que je suis partie vivre là-bas, j'ai fait une maison d'hôte. Ça s'est fait comme ça naturellement. La première personne qui est venue, c'est Marie-Claire Powell du Figaro qui m'a fait 20 pages. Après, c'était parti. Et puis on parle, je crois qu'il y a eu des présidents peut-être ou des. Ah mais j'ai tout eu. J'ai eu les Johnny Depp, j'ai eu Giscard, j'ai eu le Jacques Audiard, j'ai eu le patron de la banque Lazare, j'ai eu les Ribou, j'ai eu le Danone, j'ai eu les deux co. Enfin non, j'ai eu vraiment du très 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 beau monde. Aubrac est devenu une maison d'hôte mondiale. Voilà, j'ai eu des articles à New York, partout dans le monde, au Brésil, en Italie. Ça pourrait être ton seul business, ce serait déjà un gros succès. En fait, chaque fois que je conçois un business, je le conçois d'une manière mondiale, inconsciemment, et ça devient mondial. Mais ça, sur Tartine Chocolat, oui, il nous faudrait peut-être une émission. Sur le comptoir d'Aubrac, on peut faire une émission spéciale. Qui est toujours ouvert, donc on peut y aller. Il y a un site internet, le comptoir d'Aubrac. Il y a un site internet, et simplement, quand on tape mon nom, il y a...
une de mes maisons d'hôtes, j'ai dû la vendre il y a 5 ans parce que j'ai eu des problèmes j'étais la maîtresse d'un mec et j'avais donné ma maison en garantie, donc j'ai un problème avec les hommes. C'est ma faille, je reconnais publiquement aux auditeurs que j'ai une faille, ce sont les beaux hommes. C'est mon talon d'Achille, il faut bien en avoir un. Mais cet homme-là m'a quand même sauvé la vie parce qu'en 2001, ma vie valait pas grand-chose. Bien que j'ai été nommée dans les meilleures femmes d'affaires du monde en 2001 aussi, et la Légion d'honneur en 2002, donc on peut rire avec tout. J'avais beau avoir des malheurs de santé, des malheurs d'amour et des malheurs d'argent. C'était très marrant, c'est que j'étais toujours respectée et j'avais des récompenses. J'étais gâtée par les professionnels. Et donc, la maison d'hôte a reçu vraiment des gens incroyables. Et j'ai mis ces 500 000 € dans cette maison d'hôte et j'ai fait une cuisine et un restaurant. Et je suis devenue aubergiste. Et je fais rire tout le monde parce que j'ai dit, j'étais la meilleure femme d'affaires du monde en 2001 et aubergiste en 2004. Et parce qu'avec la chimio, je reconnais que c'était avec la chimio de la leucémie, c'était pas gagné. C'est-à-dire que je voulais me planquer, je me planquais dans ma cuisine, je me planquais dans ma chambre. Mais il y avait dans ma maison d'hôte une énorme boutique de 200 mètres carrés. Et c'était une véritable caverne d'Ali Baba parce que je vendais des choses qui venaient du Népal, de la Bolivie, du Japon. Je faisais venir des choses de partout dans le monde. Et je vivais avec des Mongols de Mongolie, 4 personnes, 2 couples, qui fabriquaient de la couture, qui faisaient des tabourets, des meubles et je vendais tout ça. J'étais partie à Aubrac dans le but de me cacher puisque je n'étais plus aimée. Et j'ai transformé l'amour que ce mari ne voulait plus en recevant. J'ai reçu 3000 pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle gratuitement dans ma maison. Et j'ai environ 2000 lettres que je vais scanner et je vais faire un bouquin de ces 2000 remerciements. Et je pense encore une fois que c'est pas par hasard que je suis arrivée là-bas. Parce que quand je divorce, j'ai encore tartine chocolat, j'ai encore la Corée. J'aurais pu très très bien m'acheter un autre château dans le Perche. Et je suis allée me planquer là-bas. J'étais appelée au téléphone par une nana qui a un restaurant et qui m'a dit arrêtez de pleurer pour un homme, venez là. J'y suis allée. Elle m'a appelée au téléphone, mais je pense que j'ai été appelée tout court. Et je suis là-bas depuis 19 ans, à Aubrac, et j'ai eu une vie incroyable là-bas. Donc, j'ai perdu tartine chocolat, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu le château de mon enfance, qui dominait le village de mon enfance, que j'avais réussi à acheter. Je l'avais offert à Bertrand. Et qu'il l'a vendu à nos voisins. Donc ça m'a fait un choc. Mais j'ai refait quelque chose avec Aubrac. J'ai refait quelque chose de ce gros trou noir. J'ai réussi à faire quelque chose en Aubrac et à me rendre utile en Aubrac. Voilà. Mais tu referas toujours quelque chose avec quelque chose. Je veux dire, c'est ta vie, ça. Ça, ouais. C'est ma vie. Et là, j'ai encore un autre projet qui sera... Tu peux en parler, pas encore? Je peux pas vraiment en parler maintenant, mais je te promets que... Avec plaisir. Mais que ça va être signé aussi. Parce que c'est quelque chose qui va être... Ça doit venger tartine et chocolat. Je suis impatient de le savoir et puis je le pousserai. Est-ce que... Alors déjà, je trouve tout ça hyper émouvant, très touchant et on en prend plein la gueule. Mais je veux pas... J'ai l'impression que je dis trop de choses. Non. Moi, justement, ce que j'aimerais voir, c'est à la fois... c'est très irrationnel aussi, tout ça. Et toute cette approche de médium et de chance et dans quelle mesure je trouve ça intéressant parce que je reçois aussi beaucoup de gens qui sont très rationnels, tu vois, dans leur business, dans la façon de voir les choses, etc. Et j'aime beaucoup cette approche instinctive sur beaucoup de choses que tu as. Est-ce que si tu dois prendre du recul, alors j'ai 2 manières de poser cette question. La première, ce serait si tu dois revenir voir Catherine qui a 18 ans ou 19 ans et que tu pouvais lui donner un conseil, ce serait quoi? D'oser. Mais tu as osé. Voilà, donc j'ai osé. Ah oui, tu as donné à Catherine un conseil. Ouais. D'être plus vigilante. J'ai pas su voir
j'ai pas su voir les failles de mes maris. Trop dans l'amour. Et pas que les maris d'ailleurs, du coup. Et pas que les maris, tes partenaires, oui. Ouais. Tu es naïve ? Oui. Et pour autant... Vulnérable. Je suis forte et vulnérable. C'est ça, parce qu'il y a... Je suis pas forte et faible, je suis forte et vulnérable. Mais ça peut changer. Je travaille dessus. Mais les médiums, tu as abordé le mot des médiums. Chacun son truc. Hein. Moi, j'en ai besoin, ça me rassure, parce que je me serais vraiment supprimée 20 fois depuis ce divorce. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que tu donnes un pouvoir à des gens. Ça m'aide. Ouais. Quand on me dit que j'ai des bonnes cartes et que j'ai des bonnes cartes, bah ça m'aide. Et je leur dis... et quand on dit que tu as des mauvaises cartes ? Mais j'en ai jamais eu des mauvaises cartes, parce qu'il n'y a jamais eu des vraiment mauvaises cartes. Il y a que quand... Alors, la médium que j'avais quand Bertrand est parti, je l'ai engueulé. Je lui dis, Janine, c'est pas possible, vous avez rien vu. Elle me dit, vous croyez que j'avais rien vu? Mais on ne pouvait rien vous dire. Vous auriez été dans un tel état, que c'était impossible. Il fallait que vous viviez quelque chose. Et en vérité, Bertrand m'a quitté, mais il est revenu plusieurs fois. De 99 à 2007, on a réessayé plein de fois. Même après la vente et tout ça, on a réessayé 17 fois. Et effectivement, si elle m'avait dit, il part, tu le verras plus, c'est fini, je me serais flinguée direct. Tandis que j'ai toujours cru que ça allait s'arranger. J'ai toujours pensé que c'était la première fois qu'on avait une crise de couple et que ça allait s'arranger. Il avait 40 ans, moi 50, je me suis dit, c'est une crise de couple, ça va s'arranger. Et ces médiums, encore aujourd'hui, j'y crois. C'est-à-dire que j'y crois, je leur fais jurer de me dire si j'ai des mauvaises cartes. Et parfois, quand elles me disent, et elles m'ont dit l'année dernière, mais il se passe rien. Elles m'ont dit, j'ai signé un contrat avec le premier client qui s'est marié chez moi en 2001. Ils étaient 500. J'ai signé un contrat avec ce type en 2016 pour faire un hôtel 5 étoiles dans le palais épiscopal de Rodez. Je signe avec lui le 2 décembre 2016. Elle me dit, ça se fera pas. Je dis, oui, mais j'ai signé. Oui, mais ça se fera pas. J'ai dit, oui, mais j'ai signé. Il m'a payé déjà, il va me payer. Ouais, mais ma petite, ça ne se fera pas. Il ne vous dit pas tout. Je dis, est-ce que c'est à cause de moi? Il prend quelqu'un d'autre? Ah non, il vous dit pas tout. Eh ben, ce monsieur est en prison depuis l'année dernière, depuis 1 an. Donc, j'étais déjà prévenue. Le choc a été moins dur. Après, elle m'a dit, vous allez encore rencontrer des gens et c'est encore pas ça. C'est pas ça. Tout ce qui se passe en ce moment, je suis désolée, il y a pas c'est pas en ce moment que ça arrive. Soyez patiente. Il y a autre chose qui arrive parce que je vois la carte elle me donne le nom de la bonne carte, je sais pas quoi, le chariot, l'étoile, je sais pas quoi. J'y connais rien. Moi non plus, j'y connais rien, mais elle me dit non, mais là, tenez bon. J'espère qu'elle t'a dit que ce podcast allait changer ta vie. non, mais voilà ce qu'elle me dit. Et Mathieu, on fait comme on peut. Mes enfants m'engueulent, mais mes fils, ils sont furieux. Enfin, j'ai un fils qui est furieux avec moi, qui me dit surtout maman, tu me dis rien. Mais cette voyante avait vu qu'il rentrait en France. Elle avait vu des tas de choses et c'était pas prévu. Pour moi, c'était pas prévu qu'il rentre. Donc il y a des choses où elle s'est trompée, sur des petites choses, elle s'est trompée. Mais à partir du moment où elle me dit que de toute façon, j'ai des astrologues aussi qui m'ont dit que que j'étais un phénix et que j'allais renaître, ça me maintient en vie. Sans ça, oui, c'est dur. La vie à Aubrac, elle est dure, elle est dure, il fait froid, il y a 9 mois d'hiver, c'est pas aussi bien que le Bristol. C'est pas aussi bien que le Bristol, c'est difficile, mais d'un autre côté, je ne vais jamais me plaindre parce que j'ai 5 enfants qui sont parfaits. Les 5 gendres et belles-filles, je m'entends parfaitement avec tout le monde. Il y a 11 petits-enfants, il y a 2 arrière-petits-enfants. Je dîne avec mes petits-enfants très souvent, je les vois beaucoup, il y en a qui viennent, enfin. J'ai pas perdu d'enfant, donc jamais je me plaindrai, jamais. Je tiens debout, je peux remonter une affaire à 70 ans alors que je suis à l'hôpital tous les 2 mois. Et du coup, là-dessus, si vous pouvez capitaliser sur toutes ces années d'expérience, parce que d'entrepreneuriat, mais même sinon, si je reprends une autre personne qui est différente et qui est une jeune personne, qui est une femme, un homme, peu importe,
qui a 27 ans, qui est dans un job et qui s'ennuie et qui a peut-être des idées mais qui suit pas bien son instinct, ou est-ce que tu as des secrets, est-ce que tu as des choses parce que les succès, moi je peux pas croire que ils soient venus par hasard et ils soient venus par Non mais je t'ai dit, il y avait tout, hein. J'étais capable de faire rentrer l'argent, j'étais capable de créer, j'étais capable de manager. Mais j'ai osé quand même. C'est osé quand je laisse à Monsieur Berger bosser. Ah bah là, je suis une bosseuse invétérée. Là, depuis que j'ai ouvert ma boulangerie il y a 15 jours à Aubrac, je me lève à 8 heures alors que c'est jamais je me suis réveillée avec un réveil. On n'a pas parlé d'un autre business qui s'appelle Everwood, mais dès qu'on parle de un peu plus, il y a toujours une boulangerie en plus. Bientôt, il y avait une compagnie aérienne dont on n'a pas parlé. Mais là, je suis en train de tester le nouveau projet. Donc, je le teste moi-même. Et pour que j'ai le bon test, il faut que je me lève à 8 heures tous les matins et que je ferme à 8 heures du soir. Donc, c'est hyper dur. Parce que sans le café, de partir de mon lit et d'arriver à la cuisine qui est à l'étage du bas, sans le café, c'est très rock'n'roll. J'y arrive, mais il y a toujours 3 personnes qui toquent à la porte en disant on voudrait du pain et tout ça. Le pain n'est pas cuit. Enfin, c'est très très marrant, mais je veux tester mon produit, mon projet moi-même. Mais malgré mes maladies, je suis super en forme et énergique, donc je me dis que j'ai vachement de chance. J'essaie de trouver tes secrets en parallèle, mais quand je t'écoute, c'est ce que tu dis là aussi, c'est de tester chacun de tes business, tu les as testés toute seule en premier, tu les as fait avec tes petites mains, toujours, et souvent on a une tendance à vouloir, de plus en plus là en ce moment, une grosse tendance à lever beaucoup de fonds, à faire des tas de choses, etc. Moi je crois très fort en ça, c'est de commencer les mains dans le cambouis. C'est quand même là où on a des key learnings. La chance aujourd'hui, et tu en as parlé tout à l'heure quand tu as dit oui, mais quand tu as fait Tartine, tu avais déjà eu une affaire avant, ça t'a aidé. Et là, hier soir, j'étais à une soirée pseudo-mondaine, on va dire. Et il y a une femme s'est jetée sur moi en me disant qu'elle me connaissait et elle savait qui j'étais. Et je lui ai parlé on avait des tas d'amis communs. Et je lui parle de mon projet. Elle me dit, mais moi, je gère des directeurs financiers. Je te le trouve ton investisseur. Je te le trouve. Là, en ce moment, et c'était hier soir. Et mon projet, il a 17 jours. Je l'ai monté en 5 minutes. J'ai passé mes commandes en moins de 2 heures. J'ai transformé tout en une journée. Et j'ai l'impression que c'est le bon truc. Et c'est autour du pain. Et le pain est très, 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 très à la mode en ce moment, et dans le monde entier, dans le monde entier. Et tu me donnes rendez-vous, on est devant une boulangerie où il y a 400 sortes de pain en vitrine et dans le magasin, enfin pas 400 mais 40. Et je me suis dit que c'est assez amusant. Mais tu vois, c'est hier soir, j'étais au bon endroit. J'étais sans doute au bon endroit parce que pour les gens, je suis quelqu'un qui a fait tartiner chocolat, ils s'en fichent complètement des problèmes annexes. Que j'ai été payée ou pas et que j'ai divorcé ou pas. Quand on monte un nouveau projet, les gens se basent sur ce qu'on a fait d'une manière générale. Et j'ai fait une année à Aubrac, presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est un village de 2 habitants. Mais c'est ça, c'est ce qui est fou aussi. Et ça, c'est... Je reviens juste sur ce que tu as dit avant. J'étais au bon endroit hier, mais ce que je veux dire... excuse-moi de te le rappeler, Catherine, mais t'as 70 ans. Oui, t'habites à Aubrac. Et hier, t'es dans une soirée pseudo-mondaine, je reprends tes mots, à Paris. Oui, mais excuse-moi, je suis très vulgaire, mais tu te bouges le cul. Tu vois, il y a quand même un moment où écoute, je suis à l'hôpital le 12. Et tu m'appelles et tu me dis, quand est-ce que tu viens? Et je venais le 10 parce que j'étais invitée. C'est la femme qui m'a promu officier de la Légion d'honneur. Qui m'a invitée hier soir. Je pouvais pas ne pas y aller. J'avais pas été à sa Légion d'honneur à elle parce que j'étais à l'hôpital. Donc je suis venue le 10. Je te dis que je viens le 11, donc je viens un jour avant, puisque je venais le 12 et je venais donc à Paris le 11 pour être prête Voilà, mais je veux dire... Mais je me bouge, je me bouge le cul. Et c'est ce que me disent tout le temps mes petits-enfants. Bonne maman, bravo, parce que et ma fille Margot aussi m'a dit l'autre jour... de la chance, ça vient du ciel, c'est divin, mais les choses se font pas toutes seules. Non, mais Margot m'a envoyé un texto l'autre jour, on me dit, un truc qui est sûr, c'est qu'on peut pas dire que tu te bouges pas le cul. Voilà, elle me l'a écrit. Ouais. C'est sûr. Bougez-vous le cul, les amis. Mathieu, je veux tellement... Bonne maman, la tête de mes 14 ans, m'a dit « T'es forte, tu vas nous sauver, tu vas nous venger » parce que mon père avait tout perdu.
Donc, quand j'achète ce château et que je suis... À ce moment-là, je regarde ce château et elle regarde vers le village et moi, je regarde vers le château. Je vais l'avoir, le château. Quand j'ai le château, j'ouvre les fenêtres, je regarde vers le cimetière et je dis, bonne maman, ça y est, c'est arrivé. Ben non, c'est pas arrivé. Puisque le château, je le donne à Bertrand va le vendre et puis je perds tartine chocolat. Donc, non, il faut tout redémarrer. Et donc là, puisque j'ai la pêche pour continuer, ben je dois... Et c'est à Catherine, là, que je dis aujourd'hui, Catherine, il faut que tu venges tout ça, que tu te sauves de tout ça. Écoute, je pense que je voudrais dire, on pourrait y passer des heures et des heures et des heures. Je voudrais lire un autre passage qui m'a plu et je mettrai le lien vers ton livre évidemment sur les notes. Ce passage, c'est le père de mon second mari aura, lui, une phrase mémorable en regardant un jour un budget prévisionnel. Marge ou crève. Cette règle-là, en revanche, je l'ai toujours appliquée. Marge ou crève, je trouve que c'est un truc. Oui, mais c'est simple, mais il se trouve que je suis associé avec mon frère. Mathieu, je reviendrai avec toi. Le projet que je suis en train de lancer, il est basé sur cette phrase. Mais elle est fantastique parce qu'on a une tendance à vouloir faire du chiffre d'affaires. Nous, le chiffre d'affaires, on lève de l'argent, faut faire plus de chiffres. Mais la bottom line, c'est la marge. Hein. Si on fait pas de marge, on n'a pas d'argent. Je mets le lien vers le livre, je mets le lien vers l'Aubrac et l'auberge de jeunesse, peut-être pas, mais oui, possiblement, avec tous les pèlerins qui passent et les jeunes et voilà. Non, mais non. Mais moi, je voudrais finir sur une phrase d'une petite fille. Quand j'ai eu cette seconde Légion d'honneur d'officier, je me suis demandé pourquoi le bon Dieu m'envoyait ça encore une fois, mais c'était pour l'Aubrac quand j'avais pas l'impression d'avoir travaillé en Aubrac. Mmh. Et j'étais très pas bien en 2013. Et je vais me reposer à Cadaqués et en 5 minutes, je loue une galerie d'art et je décide de venir, même si je suis malade et que j'ai pas le droit au soleil, je décide d'aller vivre à Cadaqués il y a 2 ans. Et je vais vivre et j'ouvre une galerie d'art Catherine Pinvin. Pardon, je meurs, mais... Ben oui, parce que j'ai aussi j'ai exposé des tableaux, Galerie Adler, Faubourg Saint-Honoré. T'as comptabilisé le nombre de business que t'as eu ou pas? Non, mais je sais pas, mais j'en ai eu beaucoup. Mais j'ai exposé dans une des plus belles galeries du monde. J'ai Adler, Faubourg Saint-Honoré. Okay. J'ai exposé des plaids. J'ai fait 108 plaids haute couture que j'ai exposé, que j'ai vendu au Bristol. Non, j'ai vraiment fait d'autres trucs à côté. C'est pour ça que mon livre raconte tout ça. Mais j'étais donc dans cette galerie. Et puis, il y a deux familles qui rentrent avec 2 petites filles. Et la maman dit à sa petite fille, tu vois, cette dame, c'est la maman de ton doudou. Et la petite fille me regarde et me dit, mais vous êtes pas un ours? Et une demi-heure de photos passe, sous tous les angles, avec moi dans mes bras, sur mes genoux, etc. Et ils s'en vont. Et la petite fille revient dans la boutique, et elle me dit, vous vous rendez compte, madame? Elle a 7 ans. Et je lui dis, de quoi je devrais me rendre compte, ma poulette? Vous vous rendez compte des millions d'enfants que vous avez rendus heureux avec vos doudous? Ben, rien que pour ça, je m'en fous d'avoir vendu tartines au chocolat et d'avoir arrêté le procès. J'ai arrêté mon procès il y a 2 ans. Mmh. Et parce que j'en pouvais plus de faire des procès et c'était trop compliqué. J'ai dit tant pis, c'est mon karma, c'est mon chemin, il se passera autre chose. Et cette petite fille, ben, à chaque fois que j'ai un coup de mou, j'y pense. Bah, écoute. Parce que c'est vrai que c'est connu, tartine chocolat, et puis c'est doudou, c'est quelque connu. chose. En France, c'est plus connu que Bonpoint. Bonpoint, c'était très élitiste. Moi, je me suis mariée habillée en Bonpoint. Et je suis amie intime avec une des 2 sœurs, avec Dominique. Et les enfants de Marie-France étaient chez moi il y a 15 jours et sont passés dans ma maison. Donc, pour moi, Bonpoint et moi, on a été des extraterrestres, on a été fidèles à notre image, on a fait un truc vachement bien pour les enfants. On a vraiment, parce que c'est à l'échelle du monde qu'on est implanté. Et là, le type qui m'a acheté ma boîte a vendu son groupe à un Chinois. Et je me prends à imaginer que ce Chinois, je vais le rencontrer, que je serai peut-être à nouveau directrice artistique de ma boîte. Qui sait, vu que mes 2 derniers enfants ont passé 10 ans à Shanghai, je vais aller très souvent les voir et je suis plus à un aller-retour à Shanghai près. Écoute, c'est fantastique. En tout cas, je te remercie vraiment pour tout ce temps.
Faisons une suite à l'occasion. Ah bah oui. Je remercie au passage, et je vais le citer parce que j'ai retrouvé son nom, Franck Dunant, qui m'a donné ton nom, et voilà, je le remercierai jamais assez. 1000 merci. On te lit donc Une vie et 5 minutes. On trouve le nom. La thèse. Voilà, on trouve le nom de ton auberge. Ça s'appelle le comptoir d'Aubrac ou... Le comptoir d'Aubrac. Catherine Painvin, ou ouais. Je sais pas comment on fait, parce que comme il y a d'autres maisons d'hôtes à Aubrac qui s'appellent l'annexe d'Aubrac et puis la colonie, donc il y a... Je trouverai les liens, je les pose. Je suis pas très visible, mais on peut donner mon numéro de portable, je m'en fiche, mon fixe ou mon mail. On peut donner mon mail, c'est mon mail. Je le mettrai. painvincatherine@gmail.com. Painvincatherine, P-A-I-N-V-I-N, Catherine comme Catherine avec un H, @gmail.com. Voilà. Et là, ça arrive parce que les portables ne passent pas à Aubrac. Catherine, je te remercie pour tout ça, cette transparence, ces émotions. Je te souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à tous merci. Partagez ce podcast aussi, c'est très important parce que j'ai besoin qu'on le partage, et notez-le 5 étoiles où vous pouvez, parce que c'est le moyen de me faire connaître. À bientôt, Catherine. Merci, Mathieu. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone, et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.